Je vais peut-être choquer des gens, mais je pense que la pauvreté aujourd'hui qui traîne dans nos assiettes, l'école aussi en fait partie. On nous a enseigné des choses qu'on n'a pas besoin. C'est pas normal. On doit aller à l'école pour sortir de la pauvreté. Il faut nous enseigner les choses qui peuvent nous aider à développer notre continent. Je passe aujourd'hui, je vois plein des enfants qui sortent de l'école, je dis, ils vont devenir quoi encore? C'est la question que je me pose. King Messan. King Messan est un artiste togolais de renommée internationale, souvent considéré comme l'une des légendes de la musique togolaise et africaine. Il s'est fait connaître grâce à plusieurs morceaux comme Sessimé, Mifon ou encore Ata, qui ont été chantés dans des styles mélangeant afropop et sonorités traditionnelles togolaises. Lauréat des Kora Awards, il fait partie des artistes togolais les plus récompensés et reconnus sur le continent. Au fil des années, il est devenu un véritable ambassadeur culturel du Togo à travers ses albums, ses tournées et ses messages engagés. Je crois qu'aujourd'hui, King Messan, c'est 30 ans de carrière. C'est beaucoup 30 ans de carrière. J'ai envie que tu nous parles un peu de ton enfance et du contexte dans lequel tu as grandi, qui a été déterminant dans l'homme que tu es devenu par la suite et dans l'homme que tu es aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que je vais sauter quelques épisodes parce qu'il y a des épisodes qui me font couler les larmes. C'était très difficile pour nous au départ. J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Ma mère, c'était difficile, on était 6 sur elle, 6. Je suis le dernier de la famille. On nous renvoyait tout le temps de l'école pour le collège. Quand on était malade, on va à l'hôpital. Et puis l'ordonnance, on prit par exemple 5 médicaments. La vieille nous amenait à la pharmacie. Il demandait au pharmacien, vous pouvez nous trouver au moins 2 dedans. Tu peux guérir l'enfant. Et ma mère achetait 2 et on retournait au marché pour acheter des herbes. Tu vois, les trucs. Pour compléter. Incroyable. La seule personne qui me donnait le courage d'y arriver dans ma vie avant, c'était ma maman. « 30 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. Le premier album est sorti en 96. Quand l'album sort, quel a été le premier retour du public? Waouh, j'ai sorti l'album avec Cécile. C'était paf, c'est parti. D'un coup, on m'a appelé partout. Mon concert au stade Kéké, ce jour-là, au stade Kéké. En venant dans ma voiture, j'étais derrière la voiture. Je suis arrivé, il y a tellement de motos, des voitures qui... La route est blindée. Mon petit frère qui s'appelle Kossi, j'ai demandé à Kossi, tout ça c'est pour moi. Il tourne, il était au volant, mais il prend le volant, il tourne la tête, il me parle derrière. Et bien, tous ils sont venus pour toi, mon grand frère. Là, j'avais coulé les larmes. J'ai entendu dire que tes premiers cachets, c'était de 25 000 ou de 2500? 2500. 2500, pardon. Quand tu recevais ces cachets-là au début, c'était quoi le symbole que ça avait pour toi? Ça représentait quoi pour toi? C'était beaucoup. 2500? 2500. C'était avant mon premier album. En ce temps-là, c'était beaucoup. C'était beaucoup d'argent? C'était beaucoup d'argent. Après la sortie de l'album, tu as commencé par gagner combien comme ça en termes de cachets? On est rentré dans les millions. 1 million 500. En 96? Ah ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'avais fait un concert où j'ai été payé à 500 000 francs par minute. J'ai fait 20 minutes sur scène. On m'a payé 10 millions. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Des fois, quand je monte sur scène et j'ai fini de chanter, et on me donne un cachet, je dis, mais déjà là, je vous vole. Hein. Parce que moi-même, la joie que j'ai au fond de moi, sur scène, et après on me donne encore un cachet, tu peux pas savoir. C'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne nous respecte pas parce qu'on a 50 ans, 55 ou 60 ans. On te respecte selon ce que tu as dans ta poche. C'est l'argent aujourd'hui. Il faut que les gens arrêtent de nous mentir. Il faut gagner. Je ne suis pas riche comme on dit, mais je mange ce que j'ai envie de manger. Avant, on pensait même ce qu'on a préparé. Mais aujourd'hui, je mange ce que j'ai envie de manger. Et c'est vraiment important pour moi. Mais en vérité, je te dis un truc vite fait là. Bon, je n'ai pas l'argent, je ne me sens pas bien. Mon sang ne circule pas normalement. Alors les amis, je suis toujours aussi surpris lorsque je vois cette statistique parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous suivez le podcast chaque semaine et que vous adorez le travail que nous faisons, la façon la plus gratuite et la plus simple de pouvoir nous soutenir, c'est en vous abonnant les amis. Si vous vous abonnez maintenant et tout de suite pendant que je suis en train de parler, l'engagement que moi je peux en prendre envers vous, c'est que chaque semaine, mon équipe et moi, nous n'allons pas cesser de pouvoir aller chercher les meilleurs invités, programmer les meilleurs podcasts possibles pour vous afin de pouvoir vous aider sur votre aventure entrepreneuriale ou dans votre aventure de développement personnel. Je compte sur vous pour pouvoir vous abonner à la chaîne maintenant, de pouvoir nous aider à passer la barre des 100 000 abonnés et vous ramener le trophée YouTube d'ici les 3 prochains mois. Tout ce que vous avez à faire pour nous aider dans cette aventure-là, c'est vous abonner à la chaîne YouTube. Je sais que vous allez le faire, je compte sur vous. Maintenant, laissons place au podcast. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre.
Nouveau dimanche, nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous sommes avec une légende. Et je suis très, très honoré de faire cet épisode parce que, comme je lui disais en dehors des caméras, je disais que c'est une légende de chez moi, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais j'ai une nationalité togolaise. Et je trouve que c'est un grand homme. Pouvoir partager ce moment avec lui, c'est un moment certainement rempli de sagesse et vous allez le découvrir tout à l'heure. Merci d'abord déjà avant de commencer de faire de PodLab le podcast le plus écouté, le podcast business le plus écouté de l'Afrique francophone. Merci parce qu'on parle français. Hein? Mais merci pour ça. Vous êtes plus de 5 millions à nous écouter chaque mois maintenant. C'est énorme, 5 millions de personnes. Juste sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux, on a plus de 50 millions de personnes qui nous écoutent. Sur YouTube, plus de 5 millions, c'est énorme. Merci pour ça. Merci de vous abonner. Vous voyez, quand je le dis à chaque fois au début de l'émission, vous croyez que c'est pour rien, mais c'est parce que ça a une importance. Ça nous permet de pouvoir suivre l'impact du travail qu'on fait. Là, on s'approche des 100 000 abonnés sur YouTube. On aura le trophée pour vous. C'est pour vous le trophée. Donc, abonnez-vous un maximum. Et ça nous permet, en fait, ça nous ouvre des portes et ça nous permet de pouvoir attirer d'autres légendes qui vont partager avec vous 30 ans d'expérience, comme King Messan va partager avec nous 30 ans d'expérience ce soir. King, bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue chez toi, c'est ce que je dirais. Alors, j'ai dit bienvenue chez toi parce que tu es de père togolais et de mère béninoise. Mais je sais que les Togolais se sont beaucoup appropriés de ta légende. Je suis né là-bas. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus? C'est-à-dire pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne savaient pas que tu avais un père togolais et une mère béninoise et qui croyaient que tu étais 100% togolais, qu'est-ce que tu as à le dire? Waouh. Non, je suis pas 100% togolais. Mon père est togolais, ma mère est béninoise. Mais comme vous le dites aussi, bien comme tu le sais peut-être, j'ai un ami qui dit le Togo et le Bénin, c'est comme chambre, salon. C'est comme chambre, salon. Ah ouais, c'est comme chambre, salon. C'est un pays vraiment frais, comme on dit, quoi. Et écoute, ma mère est de Oumako, mon père est d'Adamé, Grand Popo, donc écoute, je suis de deux pays, je suis un métis du Togo et du Bénin, alors. Voilà. Voilà. King, comment ça va? Ça va très bien, je ne peux pas dire le contraire. Ça va très bien. Je me suis réveillé parmi les vivants, je pense que c'est une grâce. Et quand je dis comment ça va, je vais élargir la question et demander comment ça va. Toi, tu vas bien? Comment va la musique, si je peux le dire aussi? La musique, je vais bien. La musique se porte super bien. Super bien, parce que comme je dis aussi, la musique, c'est mon petit Jésus. Hein. C'est la musique qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je parle de la musique comme mon Dieu, comme mon sauveur. Donc, je ne m'amuse pas avec. C'est mon travail. Et je suis habillé par la musique et la musique me fait tout. Je ne peux pas dire que j'ai fait le tour du monde, mais j'ai fait le tour du monde grâce à la musique. Écoute, la musique a fait des choses dans ma vie que ni mon père ni ma mère m'ont fait. Tu vois, la musique pour moi, c'est tout ce que j'ai, quoi. C'est tout ce que j'ai. Donc pour moi, la musique va super bien. Alors, ce qui est incroyable, je crois qu'aujourd'hui, King Messan, c'est 30 ans de carrière. C'est beaucoup 30 ans de carrière. C'est beaucoup. Le premier album est sorti en 96. Nous sommes en 2026. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Ça passe vite. Ça passe vite. Et anecdote, lorsque j'ai appris que la chanson légendaire Chikpokpo Meledo Meole. Tu étais où en ce temps? Moi, je ne pas encore né. Non, c'est pas vrai. Sincèrement. J'ai appris que c'était en 96. Ouais, c'est 96, c'est sorti. Il y a quelqu'un qui a dit que tes chansons ne vieillissent pas. Parce que quand on écoute ces chansons aujourd'hui, et comme toutes tes chansons, tout ton catalogue, on a l'impression que ça a été chanté cette année ou l'année passée. C'est bien vrai, je suis d'accord avec la personne. C'est vrai que beaucoup de mes chansons ne prennent pas de rides. Parce que je dis souvent aux gens, si vous voulez que vos textes restent longtemps, il faut chercher des mots vivants pour composer des chansons qui vont rester vivantes. Et je parle de la vie. Je parle de tout ce qui se passe dans notre maison, dans notre vie de tous les jours. Il y a des choses qui ne vont pas déborder.
Quand on dit à quelqu'un, ce qui veut dire, ce n'est pas en travaillant matin, midi, soir qu'on devient riche. Et pour moi, je dis, c'est des choses comme ça, les gens doivent comprendre que c'est comme ça. Et en plus, cette chanson, ça vient du Bénin. La base de cette chanson, ça vient du Bénin. Comment ça? Je te raconte l'histoire. Oui. C'est la chanson traditionnelle de Oumakor. C'est ma maman qui chantait ça. Ma mère chantait « C'est si melo, mbano agbagba djemo. Ma aussi melo, mbano avi famo, bega popo, c'est si mebele, mbano avi famo. » Alors moi j'ai pris « C'est ti popo moule do glomore, c'est si meye, nous si anou les. » Donc c'est pourquoi quand les gens disent « King, tu sais que ta chanson, là, les gens dans cette chanson au Bénin, je dis « Mais c'est leur fils, ça vient de là-bas. » Donc si on dit que mes chansons ne vieillissent pas, je peux dire oui, c'est parce que je parle des choses qu'on vit tous les jours. C'est juste ça. Il y a des chansons qui s'élèvent, il y a des gens qui composent des chansons, du jour au lendemain, on n'entend plus parler. Mais Pourquoi selon toi souvent? Je pense que les gens rentrent plus dans l'étude de les choses qui marchent. Ça marche aujourd'hui. C'est pour un temps, quoi. C'est un truc ça reste pour un temps et après on n'entend plus parler. Mais il y a des chansons, il y a des textes. C'est comme la Bible un peu. Quand tu rentres dans la Bible, il y a des choses qui vont rester éternellement. Donc, je pense qu'il faut que ces genres de choses nous inspirent aussi pour les compositions des chansons, pour que les chansons restent longtemps. Mais il y en a d'autres qui se disent, c'est ça qui marche. Nous, on n'a pas fait les choses qui marchent. On a fait ce que la vie nous dictait. La vie nous dictait des choses. On doit chanter ça. Par exemple, moi, je suis arrivé à Paris et je dis non, j'ai pas envie de faire le reggae. J'ai pas envie de faire le zouk. J'ai pas envie de faire d'autres musiques. J'ai envie de faire une musique pour montrer aux gens d'où je viens. C'est l'histoire de patriotisme un peu, pour dire qu'on est fier de d'où je viens. Pour moi, mon combat, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi j'ai presque chanté dans ma langue. Les gens disent, pourquoi tu ne chantes pas en français? Je dis aux gens, je ne chante pas en français parce que, personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Et si moi, je commence maintenant à chanter en français ou en anglais, mais attends, en ce temps, je disais, mais ce n'est pas Johnny Hallyday qui viendra chanter en fond ou en mina. Je parlais comme ça. Et je dis, je n'ai pas envie de composer une chanson et c'est le petit blanc qui va expliquer la chanson à ma mère, parce que ma mère n'a pas été à l'école. C'est plutôt ma mère qui doit faire l'effort pour expliquer ma chanson à petit blanc, quand même, les gars. Donc c'était un combat de dire qu'on est fier d'où on vient. Donc voilà un peu ça, le début de ma chose aussi. Donc, ça fait aussi qu'on cherchait des textes qui peuvent rester aussi longtemps. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable dans ce que tu as déjà dit. Quand les oiseaux chantent, on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais les gens adorent les chants des oiseaux. Donc, l'essentiel, ce n'est pas seulement parce que les gens disent, oui, il faut chanter en anglais ou en français pour que les gens y comprennent et tout ça. Je dis, mais attends, et c'est pourquoi je disais cette phrase. C'est pas seulement ce qu'on dit dans la chanson qui est si important. Mais quand on sait chanter, la voix, la mélodie, la présence, il y a tellement de choses qui... Attends, on était enfant, on chantait Jaspire, et puis on chantait des chansons de Michael Jackson comme ça, Jaspire, on ne comprenait rien. Mais on l'aimait, pas pourquoi? Parce que c'est bien fait, quoi. Donc je me suis dit non. Ça résonnait avec notre esprit. On n'est pas obligé de chanter en français ou en anglais pour faire une carrière internationale. Mais laissez-moi aussi chanter dans ma langue, dans la langue de mon pays. Voilà, c'était ce combat-là. Mais c'était pas facile au début parce que ce n'est pas, comme je dis, je n'ai jamais eu un producteur jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, j'ai rencontré des producteurs. Et tu as été indépendant du début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et pourquoi? C'est pas que j'ai rencontré des grands producteurs. Mais beaucoup ne voulaient pas me produire parce qu'ils te disent, mais attends, avec ton histoire de Agbadia, Kamou, Gazo, les rythmes de chez toi, là, on n'a pas un marché pour ça. Mais fais comme tout le monde, fais le reggae ou bien le zouk, fais une musique. J'ai dit non, j'ai envie de montrer aussi d'où je viens. C'était un combat comme ça. Pour dire, voilà, on est fiers. C'est pourquoi quand on nous parle aujourd'hui de panafricanisme, je dis, ce n'est plus le temps de discours, ce n'est plus le temps de conférences. Il faut des actes. Comme dit dans la Bible, le corps sans le souffle de vie est mort. De même, la foi sans les actes est vaine. Il faut faire des choses maintenant. Voilà. Juste une question. Hein. Juste une question. Alors, je crois que je l'ai dit en début de l'émission. Je disais que c'est un grand frère, un papa d'une sagesse incroyable. Vous avez vu, là, on est à peine dans 5 minutes, là. Vous voyez déjà, non? Vous voyez déjà que ce qui se prépare, c'est quelque chose. Merci, alors, 30 ans de carrière. Il y a tellement de choses, tellement d'anecdotes à raconter en 30 ans de carrière. Mais avant de creuser dans ces 30 ans de carrière-là et de tous les enseignements que tu as tirés de ce long parcours,
j'ai envie qu'on revienne avant ces 30 ans de carrière pour permettre quand même au grand public qui nous écoute. Tout le monde n'a pas toujours le contexte. Je crois que c'est toujours important de mettre l'église au milieu du village, mettre les choses dans leur contexte pour que tout le monde puisse suivre et comprendre que ce n'est pas un hasard qui a créé King Messan. C'est un parcours de combattant, c'est un parcours de rebelle, un parcours de résilient qui a créé la naissance de cette légende-là. Et j'ai appris une histoire quand même en préparant l'émission par rapport à ces débuts-là, qui est que tu as commencé dans une pauvreté qui n'avait pas de nom. Et c'est souvent bizarre, je veux dire, quelque part, lorsqu'on voit quelqu'un qui est arrivé, qui a réussi sa vie, de croire ou d'entendre que ses débuts étaient difficiles. Parce qu'on a l'impression comme s'il a toujours été riche. Parfois, même quand on voit les gens qui deviennent riches, on se dit, non, mais eux sont des gosses de riches. Parce que l'argent vous change aussi, quelque part. Et donc, ça change la façon dont les gens vous voient. Les gens peuvent croire que, ou les gens vont souvent croire que, ah, mais en fait, même depuis le début, ça a toujours été comme ça. J'ai envie que tu nous parles un peu de ton enfance et du contexte dans lequel tu as grandi et qui a été déterminant dans l'homme que tu es devenu par la suite et dans l'homme que tu es aujourd'hui. D'accord. Bonne question. Hein? Ouais, c'est vrai que je vais sauter quelques épisodes parce qu'il y a des épisodes qui me font couler les larmes, tu vois. J'attends les gens disent qu'ils viennent de loin. Je leur dis, mais vous avez la chance. Parce qu'au moins, vous savez d'où vous venez. Vous venez de loin. C'est une réponse. Mais les gens comme nous, comme ça, on a fait un long voyage pour être là où nous sommes aujourd'hui. Et on remercie Dieu. Tout ce qui m'est arrivé sur mon chemin, c'est ma vie, c'est mon chemin à moi. C'est mon école, ça m'a appris, ça m'a poussé à être la personne que je suis aujourd'hui. Je passe par là pour dire encore une fois merci à mon Dieu, mon Créateur, que j'appelle affectueusement Agbewena Meto. Agbewena Meto, c'est quelqu'un qui m'a prêté la vie. Oui. Dieu, les gens disent Dieu donne la vie, mais moi je dis Dieu ne donne pas la vie. Dieu prête-nous la vie. Et il nous a prêté la vie. À un moment donné, il viendra reprendre sa vie. C'était pas facile, mais en même temps, je fais partie des gens, il y a des mots que je n'aime pas utiliser. Je ne peux pas. Je peux tout. Si je ne veux pas, c'est autre chose. Difficile, je dis, ne dis pas difficile. Quand on dit difficile, je dis, est-ce que quelqu'un a déjà fait? On dit oui. Si quelqu'un a fait, on peut le faire. Parce que nous sommes à Agbeto. Agbeto, chez nous, ou bien au Bénin même, on dit Agbeto. Agbeto, ça veut dire quoi? Agbeto, ça veut dire le père de la vie. Agbekole Agbeto, le père de la vie. Le moment où tu es le père de la vie n'a pas le droit de t'amener là où elle veut. C'est à toi qui dois amener la vie là où tu veux qu'elle aille, parce que tu es son père. C'était très difficile pour nous au départ. J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Ma mère, c'était difficile. On était 6 sur elle. 6. Je suis le dernier de la famille. Waouh, c'était pas facile. Comme moi aussi d'ailleurs. Ah ouais, hein? On était 6, je suis le dernier aussi. Ah voilà, toi là, hey, tu vas arrêter là. Je suis le dernier, mais le troisième garçon. Chez nous, on dit, je suis le dernier, le troisième garçon de ma maman. C'est très très difficile. On nous renvoyait tout le temps de l'école pour l'écolage. Et à un moment donné, j'ai dit à ma mère, j'abandonne. J'abandonne, mais je n'ai jamais regretté jusqu'à aujourd'hui. D'avoir abandonné. D'avoir abandonné. Je crois que tu as abandonné en classe de 4e. En classe de 4e. Ouais. Je n'ai même pas eu mon premier bulletin en classe de 4e. Je le dis aujourd'hui avec une fierté. Quand je parle de ça, je n'ai pas envie de cacher quelque chose de ma vie. Je me dis tout simplement que ma vie réveille quelque chose en toi qui me regarde, qui m'écoute, pour te dire, ne dis jamais que parce que tu es orphelin de père, tu ne peux pas y arriver. Ou bien ne dis pas que parce que tu n'as pas été à l'école que tu ne peux pas y arriver. Comme dit quelqu'un, vous savez, celui qui a créé l'école, il n'a jamais été à l'école. Parce que l'école n'existait pas avant que lui, il a créé l'école. L'école n'existait pas. Effectivement. Mais celui qui a créé l'école n'a jamais été à l'école. C'est incroyable. Il est comme nous tous. Hein. Comme moi, par contre. Donc, mais quand même, il a créé l'école avec quoi? Il a créé l'école avec l'intelligence. C'est pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne parle plus d'intellectuel. L'intellectuel aujourd'hui, c'est comment on explique l'intellectuel aujourd'hui? On dit l'intellectuel aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive à trouver des solutions à des problèmes. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des intellectuels aujourd'hui sans diplôme, et j'en fais partie. Excuse-moi que je me jette un peu des fleurs. Oui. Donc, je me dis aujourd'hui, il faut pousser nos enfants à être intelligents. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, j'ai abandonné, et parce que je voulais... La seule personne qui me donnait le courage d'y arriver dans ma vie avant, c'était ma maman. C'était ma mère.
Je me dis, il faut que j'arrive à sauver cette dame, il faut que j'arrive à aider cette dame. Son mari est parti, elle est seule et tout. Et en plus, elle est béninoise, elle vivait au Togo, sa famille, toute sa famille était au Bénin, donc elle était seule parmi nous. Donc ça me donne. Elle est partie, ma mère. Elle est partie le 31, non, le 1er décembre, ma mère est partie. 1er décembre 2025. 25 là, ça fait presque, ça fait 2 mois et quelques. Même là, pas c'est 2 ça mois, oui. Même pas 2 mois. Ça fait 2 mois et quelques. 2 mois et quelques. Comme Ma elle, condoléance. même merci. Comme elle disait elle-même, elle dit jusqu'à 80 on meurt, mais à partir de 80, au-delà de 80 on meurt pas, on part. Ma mère est partie. Okay. Et je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ce que je dis, mais je remercie Dieu. Pas parce qu'elle est partie, parce que je suis là, elle est partie. J'ai vu comment elle est partie. J'ai accompagné ma mère. C'était mon rêve. J'ai dit, Dieu, fais tout pour que j'enterre ma mère un jour. Et c'est arrivé. Ça aussi, je passe par là pour dire un grand merci à Dieu. Elle a vu où je suis né et j'ai vu là où elle était enterrée, mais elle n'a pas vu, elle. Ma mère était tout pour moi, mais donc elle m'avait donné ce courage-là. Bien vrai, je ne suis pas allé loin dans mes études, mais chaque personne que je rencontre sur mon chemin, c'est comme une matière. J'apprends. J'écoute les gens. Quand les gens donnent des conseils à leurs enfants, quand je passais par là, je ralentissais pour l'écouter, pour apprendre, pour avancer dans ma vie. Je ne suis pas allé à l'école de Tohata, mais je suis allé à l'école de la vie. Je continue à aller à l'école de la vie. À l'école de la vie, il n'y a pas d'un diplôme qu'on te donne. Parce qu'on continue. Tous les jours que le bon Dieu fait, tu apprends des choses. Tu écoutes tout le monde. Même les plus heureux, même les plus ignorants, eux aussi, ils ont quelque chose à dire. J'apprends énormément de choses. Je ne regrette rien dans ma vie parce que tout ce qui m'est arrivé m'a apporté. Je dis j'ai tout positivé, j'ai positivé même le départ, la mort de mon père. Je dis, je suis devenu King Messa grâce à la mort de mon père. Les gens disent pourquoi? Je dis, parce que quand le papa était là, il n'avait rien, mais il faisait tout pour me donner tout ce que je voulais. Mais quand mon papa est parti, j'avais appris à chercher tout ce qu'il me donnait. Et ça a fait de moi mon nom Papa Vie. Normalement, ça veut dire petit papa. Petit papa, et après, j'ai dit Papa Vie, Papa Vie. Le Père vit en moi. Il n'est pas abattu. Donc, j'ai tout ce courage-là pour continuer ce combat. C'était pas du tout facile au début, mais aujourd'hui, le mot difficile ne fait plus partie de mes vocabulaires. Je dis tout est possible. Les gens disent vouloir, c'est pouvoir. C'est eux qui disent. Mais moi, je dis non. C'est plutôt la foi qui est pouvoir. Quand on veut, on dit main, mais quand on croit, on ne dit pas main. Quand je dis, on dit chez nous, quand un aveugle dit il veut te lapider, ce qui veut dire qu'il a mis son pied sur une pierre. Et moi, je dis aux gens, le croyant que je suis et l'aveugle que je suis, mon pied n'est pas encore sur une pierre, mais je te dis, fais attention, je vais te lapider. Merci à toi. Merci à toi. Franchement, si on aura droit à ça à chaque question, si on aura droit à des punchlines comme ça à chaque question. Tu sais, avant de venir ici, même au début de l'émission, je ne vais pas cacher ça au public qui nous écoute, on s'est dit quoi? On s'est dit, les gens qui doivent écouter cette émission, à la fin, ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils doivent dire, oh, j'ai appris des choses. Effectivement. Donc, excusez-nous si on parle trop, c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour vous qu'on le fait, effectivement. Alors, King, pourquoi tu as décidé d'arrêter les cours en classe de 4e? Je crois que tu l'as dit brièvement un peu à cause des moyens des parents et tout. Mais en ce temps, en classe de 4e, tu avais quel âge à peu près à l'époque? En classe de 4e. Mais fais attention, en ce temps, on faisait même on faisait les 6e, on faisait le CM2 même avec 15 ans, 16 ans. Ah oui, c'était l'époque où on commençait l'école avec la main comme ça, non? Mais attendez, et je pense quand même que, excuse-moi, mais je pense que c'est une très bonne chose. Les enfants vont très tôt à l'école maintenant. Et l'école prend trop de temps dans la vie des gens. Il faut qu'on fasse attention aussi à ça. Je vais peut-être choquer des gens, mais je pense que la pauvreté aujourd'hui qui traîne dans nos assiettes, l'école aussi en fait partie. Je pense que ce qu'on doit nous enseigner aujourd'hui à l'école, on nous a enseigné des choses qu'on n'a pas besoin. C'est pas normal. Il faut nous enseigner les choses qu'on aura besoin. Aujourd'hui, c'est le gros problème de tout ce continent aujourd'hui. Du Togo et du Bénin, c'est quoi? Le gros problème que nous avons, c'est la pauvreté. On doit aller à l'école pour sortir de la pauvreté. Bon, on va à l'école, bien vrai, on nous a enseigné, on a commencé à lire et tout. On nous a appris, on est arrivé au collège, c'est Is tel que Is, élément de Is appartient à Z. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec toutes ces choses-là? Rien. Non, soyons sérieux. J'avais monté un orphelinat. Aujourd'hui, je suis le parrain de 14 orphelinats. À mon orphelinat, il y a des enfants qui ne travaillaient pas à l'école du tout. Chaque fois, ils doublent les classes. À un moment, on a décidé, les enfants ont commencé à apprendre un métier.
Et ceux qui ont continué les études, je peux te dire, ceux qui ont appris le métier gagnent mieux leur vie que ceux qui sont allés à l'école. Excuse-moi de parler comme ça. Je ne dis pas que l'école, ce n'est pas une bonne chose, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles, il faut qu'on nous enseigne autre chose. Il faut nous enseigner les choses qui peuvent nous aider à développer notre continent. Un petit Béninois doit connaître le Bénin du sud jusqu'au nord. Là où on doit planter le maïs, là où on doit planter le blé, là où on doit planter le riz. On doit connaître d'abord le pays avant de nous enseigner autre chose. Déjà, tout petit, on doit commencer à nous enseigner la vie qui se passe en Europe. On connaît même la longueur de Mississippi, Missouri, sans connaître la longueur du lac Togo, par exemple. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu comprends? C'est pourquoi je dis que je parle comme ça, mais je dis pas que le corps, ce n'est pas une bonne chose. Je répète encore une fois, mais ce serait bien qu'on nous ajoute certaines choses. Il faut qu'on apprenne les choses avec nous. On doit aller à l'école, pas seulement à la tête. On ne doit pas aller à l'école 15 ans après, juste pour apprendre les papiers. 15 ans après, on doit nous apprendre qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, les pieds, les foot. On doit nous enseigner autre chose qui peut nous aider à sortir là-dedans. Si je vois tous ces jeunes aujourd'hui avec les diplômes qui sont sur les étudiants, je coule les larmes. Je passe aujourd'hui, je vois plein des enfants qui sortent de l'école, je dis, ils vont devenir quoi encore? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Quel est ton rapport avec l'école aujourd'hui? Est-ce que tu envoies est-ce que tu penses que tu es le genre de parent aujourd'hui qui voudrait que ses enfants fassent de longues études ou pas? Non, pas du tout. Tu sais, je ne pousse pas, mais je ne choisis pas pour mes enfants. Un vrai père ne choisit pas son enfant. J'ai dit souvent dans mes interviews aussi, ton rêve en tant qu'un père, tu veux être un avocat ou un grand docteur. Si tu n'as pas allé loin dans tes études, tu n'es pas un avocat, ça fait ton problème, ton rêve est raté. Ne pousse pas ton enfant à être un avocat. Il a son rêve lui aussi. Un père doit accompagner son enfant. Mais de dire à mes enfants, je ne te pousse pas à aller à l'école pour être premier de la classe. Soit il faut être parmi les gens qui ont réussi. Bon, c'est mon combat de tous les jours. Et après, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'accompagne mes enfants pour ça. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Tu veux être footballeur? Je t'accompagne. Un chanteur? Je t'accompagne. Mais quand j'avais décidé d'être un chanteur, c'était difficile pour moi à la maison. Ma mère ne croyait pas. Et elle avait raison. Ma mère était contre. Papa était déjà parti? Papa était parti, j'avais 13 ans. 13 ans, oui. Et j'ai laissé tomber mes études aussi après, quelques années après. Oui. Et ma mère, quand j'ai dit à ma mère que je vais dans la musique, dit la musique. Montre-moi la maison d'un chanteur ici au Togo. Tu as une fois vu un chanteur dans ce pays qui a une voiture? Elle me posait la question comme ça avant. C'est vrai qu'en ce temps, il n'y avait pas beaucoup qui ont leur propre maison et tout. Et j'ai dit à ma mère, ça peut être moi le premier. Je disais les choses comme ça à ma mère. Parce que j'avais la foi là pour y arriver, de réussir ma vie, tu vois. Donc, voilà un peu ça. Donc aujourd'hui, je laisse le champ libre à mes enfants. Tu fais ce que tu as envie de faire, je t'accompagne, mais tu dois être sérieux, tu dois croire. C'est pas parce que l'autre fait que je veux faire. Non, pose-toi vraiment la question. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, je t'accompagne. Je ne pousse pas mes enfants à faire par exemple de la musique, mais c'est une obligation quand même de faire de la musique. Ah bon? Pas professionnellement comme moi. Okay. Vous savez, la première école qu'un enfant doit aller, ça va être l'école de ses parents. Si ton père est footballeur, même si tu as une fille, tu dois savoir jouer le foot. Si ton père est mécanicien, même si tu as une fille, tu dois savoir bricoler quand même, c'est important. D'abord et après, tu dois apprendre des choses. Si nous sommes dans une voiture, tu es le fils d'un mécanicien, tu es dans la voiture. Si la voiture a un problème, on se dit, mais on s'en fout. Nous avons un enfant de mécanicien dans la voiture. On compte sur lui. Ça devait être ça. Les enfants doivent aller d'abord à l'école de leurs parents et après autre chose. Donc pour moi, c'est quelque part une obligation d'apprendre quand même la musique. Je ne le dis pas que tu vas être chanteur. Bien vrai que mon premier fils, lui, c'est vraiment un don pour lui. Il est très loin même de moi aujourd'hui. Quand je l'écoute chanter, je suis fier. Mais je ne l'ai pas poussé à le faire. C'est lui-même qui a décidé et je l'accompagne. Vous savez, je lui dis encore une fois que nos enfants ne sont pas nos enfants. Ce sont les enfants de Dieu qui sont chez nous pour un temps. Mais le moment où ils sont chez nous, la seule chose que nous, on doit les accompagner, on doit les aimer. Bon, je n'ai pas... Dieu a un projet sur ses enfants. Ce n'est pas moi de dire après, fais ça, ci. Si Dieu même, il sait qu'il a envoyé un enfant dans ma maison, que je l'accompagne à être un footballeur, moi, je suis qui pour dire non à Dieu? Je suis personne. Voilà. Waouh. Alors, j'ai appris que quand vous avez arrêté les études, que tu as décidé de partir en France. Pour moi, il y a un mystère qui entoure ton départ pour la France. Pourquoi? Parce que, en tant que bon Africain, ayant grandi un peu dans, je ne vais pas dire dans la pauvreté ou dans la modestie. Vas-y, qu'est-ce que je veux?
On sait très bien qu'aller en Europe, c'est en Afrique un rêve pour beaucoup de personnes. Ouais. Et je sais que tu as un avis là-dessus. Donc, avant même de parler de ton départ en Europe, j'ai envie de savoir quel est ton avis sur ce sujet-là. Sur le fait qu'aujourd'hui, quand même, en Afrique, moi, je me rappelle quand je grandissais, le but de tous les amis du quartier qui m'entouraient, c'était comment je vais en France. Ouais. Comment je vais en France. Parce que si je vais en France ou je vais aux États-Unis, c'est que j'ai réussi ma vie. Et on voyait l'Europe, les gens qui partaient à l'Europe comme des gens qui ont réussi leur vie. On sait très bien qu'il y a des gens qui quittent ici, qui vont en Europe, qui deviennent sans papier, qui dorment dans la rue. Et moi qui ai fait l'Europe, qui ai fait beaucoup de pays en Europe et en Amérique, un peu partout, j'ai vu des gens, des Africains, prendre le bateau, aller et mourir en chemin. Arriver là-bas pour certains qui sont les plus chanceux et qui n'ont pas pu trouver une solution pour s'en sortir. Quel est ton avis aujourd'hui sur ce sujet-là je ne vais pas appeler ça l'expatriation, mais ce n'est pas vraiment de l'expatriation. Quand ce n'est pas fait dans les règles de l'art, je ne sais pas si ça s'appelle de l'expatriation, mais cette envie-là de quitter son pays pour nécessairement croire que l'étranger, c'est l'Eldorado. Waouh. Avant, c'était ça. Avant, quand tu demandes d'après un Togolais, tu dis, mais votre grand frère, là, il est où? On dit, il est à Cotonou. On dit, il fait quoi à Cotonou? Quand tu demandes ici, tu demandes, et votre soeur, là, elle est où maintenant? On dit, maintenant, elle vit à Lomé. On dit, mais elle fait quoi à Lomé? Mais tu demandais d'après quelqu'un, ton grand frère, il est où? On dit, il est en France. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Lui, il s'en est sorti. Vous savez, c'était la faute des gens d'avant aussi. C'était la faute à nos dirigeants. Ils nous ont trop montré, ils nous ont trop enseigné ce qui se passait là-bas. Ils nous ont trop montré que des bons côtés de la chose. À l'école, comme je disais tout à l'heure, au lieu de nous pousser, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas détester quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi. Les gens, ils le font, mais c'est une faute grave. Mais toi et moi, qui nous a parlé de la France? C'est à l'école. C'est à l'école. C'est à l'école. Tu parlais tout le temps de ça. Les grands hommes parlaient seulement de la France et tout. De l'Europe, je veux dire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je ne connais même pas la longueur de lac Togo, mais on nous enseignait l'école, on nous enseignait la longueur de Mississippi, Missouri. On nous frappait pour ça. Tu ne donnes pas le nom de celui qui a découvert l'Amérique, tu doubles la classe une année de plus. Ta maman qui s'est battue comme une folle pour payer le collage, l'enfant il double la classe juste parce qu'il n'a pas donné celui qui a découvert l'Amérique. En 1492, je ne veux pas oublier parce qu'on nous frappait pour ça. Tu vois? Donc on parlait tout le temps de ça. Et alors notre vie, notre réussite, c'est de dire de quitter ici pour aller là-bas. Au lieu de nous montrer les bons côtés aussi de notre continent, de notre pays, on ne nous a pas enseigné ça. C'était une faute grave. C'était une faute grave. Mais je dis souvent, aujourd'hui, tous les pays couraient quoi? Tous les pays courent derrière le pétrole, diamant, or. On peut changer le Togo ou bien le Bénin comme Dubaï du jour au lendemain. Sans or ni diamant. Dis-moi, sans pétrole. Comment? Ça veut dire il faut investir dans l'homme. Il y a des gens dans ce pays, le Bénin et le Togo, si on investit, si on accompagne ces gens, il peut nous rapporter énormément d'argent. Il peut nous rapporter même plus que le port autonome que nous avons. Je jette un coup d'œil même sur Sabourin Danielou. Je prends du Sabourin. Un papa que j'aime, que je respecte. Un talentueux. On peut y avoir même une école pour ce monsieur. École Sabourin Danielou. Les gens qui vont venir, les professeurs qui vont donner des cours. Il y a tellement de trucs qu'on peut faire autour de lui. Ce qui veut dire, encore, quand vous regardez vraiment, il y a des gens, il y a l'homme. Le moment où Dieu a mis des choses au sol, il a mis des choses importantes aussi à l'homme. À l'intérieur de nous. Il faut des gens qui peuvent détecter ça et encourager, financer. Mais beaucoup ont des dons, mais malheureusement, nous sommes les enfants de pauvres. Personne ne nous regarde. Regarde là où je suis arrivé aujourd'hui, dans la musique, sans père ni mère, sans un producteur. Tu imagines si c'est qu'on m'avait vraiment accompagné, protégé, chercher les gens qui sont autour de... Chercher les bonnes personnes autour de moi pour me lancer. Tu sais ce que je peux rapporter à mon continent? Je ne vais pas parler du Togo, je ne vais pas parler du Bénin. Autour de moi, tu sais ce que je peux apporter? Donc, ce qui veut dire, il y en a plein de gens comme ça. Aujourd'hui, quand on dit chez nous, non, on est tout joie. On est tout non. On construit l'homme, et c'est l'homme qui construit le pays. Le pays. C'est l'homme qu'il faut construire. Les gens ont du talent. Dans ces coins, il y a des gens du talent. Donc, c'était un peu ça. Et moi, par contre, la chance que j'avais, bien vrai que mes parents n'avaient pas les moyens pour m'acheter le billet pour aller en France, mais ce que j'avais au fond de moi, je dis,
cette chose, je ne peux pas le vendre ici. Il faut que je parte d'ici. Parce que je sais qu'en Europe, ça peut monter. Je peux monter. Et j'ai commencé par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait énormément dans ma carrière. Ok, donc avant d'aller en France, tu es d'abord passé par la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec Were Likin, ma mère, où je passe par là pour lui dire, maman, gros bisous à toi, là où tu te trouves actuellement. Santé à toi encore une fois. Je ne t'ai pas oublié. J'ai dans ma prière tous les jours que le bon Dieu fait Were Likin. Cette dame m'a appris énormément de choses. J'ai été à l'école de l'art. Je ne vais pas chanter comme ça pour faire sortir un album. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a vu des artistes qui s'élèvent du jour au lendemain, on n'entend plus parler. Parce que leur fondation n'est pas solide. Ils n'ont pas appris le métier. Par exemple, si un enfant tresse bien à la maison, il tresse ses petites sœurs, on dit, la fille là, elle tresse bien, il faut la mettre à l'atelier, elle doit apprendre le métier. Et puis après, elle ouvre son atelier et tout ça. Mais dans la musique, il suffit qu'on dise, l'enfant là, il chante bien. Il faut l'aider à faire sortir un album. Du jour au lendemain, juste avec sa voix, il fait sortir un album. Or, il y a des loups sur le marché, tu ne peux pas. Donc c'est pourquoi on attend des artistes qui sortent quelques jours après, on n'entend plus parler. Moi, j'ai appris le métier. Were m'a appris le métier. C'est un groupe qui est en Côte d'Ivoire. J'ai appris des villages il y a toutes les nationalités qui étaient là. Donc c'est pas là que je suis parti au Japon, c'est pas là que je suis parti au Danemark, c'est pas là que je suis parti en France. Il y avait tout ça. Mais avant tout ça, même avant Were Likin, j'étais en France en 1990. J'étais en France en 90. Ça fait 36 ans cette année, avec un groupe de Azekoko Vivina, un comédien togolais. J'ai fait le théâtre aussi. Donc je suis passé par là aussi. Mon chemin est tracé. On ne peut pas s'inventer. Tout ce que Dieu a fait sur mon chemin, j'accepte. C'est pourquoi je dis aux gens qu'aujourd'hui, je ne prie plus. Ma prière est réduite à un seul mot. Quand je me réveille le matin, je dis Dieu, merci. C'est ma prière. Le soir aussi, avant d'aller au lit, je dis merci. Mon chemin est tracé. C'est une grâce. Alors, quand je t'entends, j'entends deux choses. Première chose, tu as arrêté l'école à 4e. Et ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que malgré que tu aies arrêté l'école en 4e, et que quand on t'entend, premièrement, on croit que tu es contre l'école. Mais de ce que je viens de comprendre, j'ai l'impression que tu es contre la façon dont l'école est, mais tu n'es pas contre la formation. Il y a deux différences. Tu as tout dit. Bravo à toi. Tu as tout dit. Non, tu continues, je te laisse continuer. Oui, parce que souvent, quand on t'entend dire ça, on pourrait se dire, vu que c'est quelqu'un qui a arrêté l'école et qui a réussi, il s'est dit que l'école, c'est pas forcément important. Oh non, c'est pas ce qu'il essaie de dire. Il essaie de dire que l'école où on nous apprend en Mississippi, c'est quoi la superficie de la France, c'est qui Charles de Gaulle, ou c'est les trucs qu'on nous apprenait, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Hitler, tout ça. On ne sait pas à quoi, qu'est-ce que ça va nous servir, à quoi ça va nous servir dans notre vie. Au lieu de nous apprendre des choses qui vont nous permettre de nous en sortir, au lieu de nous apprendre des choses qui vont nous permettre de construire le pays. Parce que tout à l'heure, tu disais, on ne construit pas un pays, on construit des gens qui construisent des pays. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et quand on fait le parallèle avec la musique, tu expliques dans la musique que la plupart, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui naissent et qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas de fondement. Et c'est la formation, le fondement, c'est la formation, la base qu'un artiste doit avoir. Malheureusement, dans le milieu artistique, on croit à tort et à travers que c'est inné. La musique est innée. C'est pas comme un métier. Tout à l'heure, coiffeuse obéissant. Mais on se dit que être coiffeuse, c'est normal qu'on t'apprenne comment on coiffe. Mais la musique, on se dit que tant que tu as la voix, autant que tu as l'inspiration, c'est largement suffisant. Et donc, j'aimerais que tu nous donnes ton avis, que tu nous parles rapidement de la différence entre l'école dont tu parles et la formation, qui pour moi est deux choses différentes. Et je pense que c'est important de faire cette précision-là. Tu as tellement bien expliqué, je suis très fier, merci beaucoup. Je dis, le message, ça passe. C'est vrai que je me dis aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on apprenne aux enfants à l'école, ça ne sert pas à grand chose. D'abord, le bénin, je prends le bénin. On doit enseigner le bénin à l'école primaire. Jusqu'à arriver même sur notre hymne national. Excuse-moi. L'hymne national, c'est quelle chanson qui représente le Bénin? On dit c'est l'hymne national. L'hymne national doit être chanté d'abord dans notre langue. Aux États-Unis, c'est chanté en anglais. En France, c'est chanté en français. Mais je donne un grand nom du Bénin, un grand nom que tout le monde connaît. Je parle de Béhanzin, par exemple. Tu sais que si Béhanzin se réveille parmi nous aujourd'hui, il ne peut même pas chanter l'hymne national du pays. Effectivement. Il ne peut pas se reconnaître dans cette chanson. Effectivement. Et vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Effectivement.
Une chanson qui nous représente doit être chantée par tout le monde. Oh, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Nos grands-mamans, les papas, ils n'ont pas été à l'école. Comment ils peuvent chanter? Je parle du Togo, je parle du Bénin aussi. Automatiquement, la même chose. Vous savez, je dis même dans mes propos que je vois, mon rêve, c'est de voir le Togo et le Bénin se mettre ensemble. Le Togo garde son président, le Bénin garde son président. Mais les deux pays doivent se mettre ensemble pour de grands projets. Comme le Togo et le Bénin, ils peuvent avoir une compagnie aérienne qu'on peut appeler peut-être Air Tobé, par exemple. On peut construire une grande université entre le Togo et le Bénin. Les gens disent comment? Je dis c'est 2 milliards, le Togo donne 1 milliard, le Bénin donne 1 milliard. On achète un domaine entre le Togo, entre Lomé et Cotonou, le milieu, ça va être vers Grand Popo. On construit les choses là-bas, on se dit voilà, on peut avoir un grand hôpital digne à son nom où les gens ils viennent de loin se faire soigner. Quand on prend la population du Bénin aujourd'hui, je pense que la dernière fois, quelqu'un me disait peut-être c'est 14 millions d'habitants. Oui. On prend le Togo, 9 millions d'habitants. On ajoute, on est à 23 millions d'habitants. On n'a même pas encore dépensé la Côte d'Ivoire. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour des grands projets. Un Togolais qui croise un Béninois dans la rue, il doit l'appeler mon cousin, bonjour. Un Béninois qui croise un Togolais, c'est pareil, vice-versa. Nous sommes des cousins, nous sommes des frères et frères. Comme tout à l'heure, on disait, mon père est Togolais, ma mère est béninoise. Il y en a plein comme ça. C'est pourquoi quand ça arrive des fois que les Togolais qui insultent les Béninois sur le réseau, les Béninois qui insultent, c'est mélangé. J'ai dit, mais pourquoi vous nous faites ça? Et nous, les enfants qui ont des deux côtés, on a les pieds, comme ça, on fait comment? Donc pour moi, je ne suis pas contre l'école. Encore une fois, c'est bien. Mais ce qu'on nous enseigne à l'école, on doit aller à l'école. On doit aller aujourd'hui à une école qui doit nous aider à sortir de la pauvreté. Ce n'est pas seulement de parler un bon français, parler un bon anglais. Ce n'est pas que ça dans la vie. On doit nous enseigner nos pays. J'ai un ami béninois. Tu sais que c'est moi qui lui ai dit ce qu'on appelle, il m'a appelé, King, tu es où? Je dis, je suis à Ganvier. Il dit, il n'a jamais été là-bas. Je dis, regarde-moi quelqu'un. Et puis il me dit, Ganvier. Je dis, tu sais, au fond, c'est moi qui lui ai donné le nom, le vrai nom même de Ganvier. Je dis, ce n'est pas Ganvier, mais Ganlofi. C'est ça le nom. Le vrai nom même, c'est ça. Ganlofi. Tu vois, on doit nous enseigner tout ça. La dernière fois, il y a un autre qui me disait aussi, on ne dit pas Ouida, on dit Ouida. C'est 2 fois 5, on dit Ouida. Quelqu'un m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je dis, il faut qu'on retourne. L'évolution de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas d'aller loin. C'est de retourner là où on était d'abord et reprendre une autre voie. De changer tous ces noms-là, de donner des vrais noms. Parce que chez nous, les noms, par exemple, moi, mes enfants n'ont pas de noms français ni les noms anglais. Ah bon? Ah, je refuse. Moi aussi, je refuse. Pourquoi pas je ne veux pas refuser? Chez nous, le nom, c'est l'adresse. Tu donnes ton nom, tu t'appelles, par exemple, tu t'appelles Sévi. On sait que tu es un jumeau. On sait automatiquement que tu es un garçon. Si tu me dis, King, je vais te présenter mon ami, il s'appelle Kokou. Je sais qu'il est né un mercredi. Et je sais qu'il est un garçon. Tu donnes juste ton nom de famille, on te dit, mais tu es béninois ou tu es Togolais? Tu pars dans la rue à New York, quelqu'un qui crie, Cordio, viens! Quand tu t'attends Cordio, tu tournes la tête, tu dis, quelqu'un on appelle Cordio, tu souris, parce qu'on vient de dire un nom de chez toi. On ne doit pas tourner le dos au nom de chez nous. J'aime bien l'expression, le nom c'est une adresse. Le nom c'est l'adresse. On donne ton nom, on sait d'où on doit t'amener. On se dit, ah, lui il est béninois, mais il vient du nord, il vient au nord du Bénin. On dit, lui il vient du sud. C'est nous, nos parents sont allés trop loin. On a tourné le dos à tout ça aujourd'hui. On veut faire comme les autres. Le temps de l'esclavage, l'Afrique a perdu beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, l'Afrique perd encore beaucoup d'enfants. Nous tous, on veut faire comme eux. Normalement, on ne doit pas faire comme eux. On doit faire comme nous-mêmes. On disait tout le temps qu'on nous a appris beaucoup de choses. Mais ils ont pris que les feuilles et les tiges. Les racines sont restées. On n'a pas besoin de courir derrière les feuilles et les tiges. Il nous faut juste arroser les racines pour retrouver les feuilles et les tiges. Même si on nous prend tout, il restera nous-mêmes. Et avec nous-mêmes, on peut encore tout faire. Comme j'ai dit à quelqu'un, laisse-moi à moi. Tu peux tout me prendre, mais laisse-moi à moi et tu verras la suite. Donc voilà un peu. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment important tout ce qu'on est en train de dire là. Je n'ai rien contre l'école, mais je pense que les enfants peuvent aller à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, peuvent aller apprendre des métiers. Plomberie, l'électricité. On manque toutes ces choses-là aujourd'hui. Je passe dans la rue ici, je ne parle pas, mais je vois beaucoup de gens qui font la rue, qui font les routes. Ah, y a pas beaucoup. Je vois les Béninois, mais je vois aussi beaucoup d'étrangers aussi qui font nos routes ici. Mais pourquoi nous-mêmes? On doit créer des écoles ici qui doivent enseigner tout ça. On a besoin de quoi? La première des choses, quand on va au marché, on achète quoi? On achète ce qu'on a besoin. Pourquoi on va aller à l'école, on va nous enseigner ce qu'on n'a pas besoin pour demain? C'est fou ce que je dis. Excuse-moi, mais quand je dis quelque chose qui ne vous touche pas, prenez quand même quelque chose que vous trouvez qui est vrai. Parce que qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Quand tu finis de parler, les gens vont chercher
quelque chose, il dit non, mais il a dit ça, c'est pas bien. Non, c'est pas ce qu'il a dit qui n'est pas bien qu'on veut dire aussi. C'est qu'est-ce qu'il a dit qui est bien. Qui est bien. C'est tout ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est comme mon père qui disait, je vous donne des prénoms, mais j'ai envie de vous donner un autre prénom, quelqu'un de bien, mais je ne vous donnerai pas. C'est vos chemins à vous-même qui fera que les gens parleront de vous comme quelqu'un de bien. C'est bien. Donc tous les jours que le bon Dieu fait, mon combat, c'est que je devienne quelqu'un de bien. Waouh. Alors, je trouve que c'est une très belle réponse. C'était important de repréciser ça pour que les gens comprennent très que bien expliqué, par contre. c'est un message fort à garder sur cette différence-là et sur ta vision de voir les choses. Et alors, tu arrives en France. Tu arrives en France parce que tu as ce rêve-là que tu as envie de poursuivre. Ouais. Quand tu arrives en France, qu'est-ce qui te frappe en même temps dans la différence culturelle entre la France et l'Afrique? Et comment tu t'adaptes à cet environnement-là pour arriver à continuer ta formation par rapport au métier que tu as envie de faire et faire les premiers pas dans ta carrière? Je passe par là pour remercier, pour dire un grand merci à l'Europe. Mon voyage, comme disait aussi mon père, le voyage est la plus grande université du monde. L'Europe m'a poussé à aimer mon continent. L'Europe m'a poussé à aimer La France m'a poussé à aimer le Togo, le Bénin, mon pays, quoi. Je suis d'accord. Je suis arrivé, j'ai dit, mais... Je suis d'accord. Mais attends. Mais on a ça chez nous. On a ça chez nous. C'est fou de dire ça, hein. C'est là-bas qui m'a donné le courage même de rentrer dans la musique traditionnelle. Bien, je faisais un peu la musique traditionnelle ici, mais arrivé là-bas, j'ai vu les Jamaïcains qui font le reggae, les Antillais, les Guadeloupéens, les Guyanais, ils sont dans le zouk et tout. Et j'ai dit, mais attends, si on me pose la question, qu'est-ce que je fais comme la musique, je vais dire quoi, moi? Je vais dire, je fais le reggae. Non, c'est pas chez moi. Je vais plutôt faire une musique de chez moi. Ça m'a poussé à aller vers la musique de chez moi. Ça m'a poussé à aimer. L'Europe m'a poussé à aimer mon continent, à aimer mon pays, à aimer les choses que j'ai chez moi. Là, je me dis, mais attends, je dis souvent que Dieu nous impose une famille. C'est exactement, Dieu nous impose ici un pays aussi. Et je dis, mais Dieu ne m'a pas imposé ce pays pour rien. Parce qu'il y a des bonnes choses ici. Il y a des belles choses ici. C'est ceux qui sont passés par là qui nous ont parlé autrement. Et je n'ai jamais regretté de retourner vivre ici en Afrique. Donc je suis arrivé, est-ce que je suis vraiment rentré vraiment dans cette vie-là? La réponse est non. Je vivais même, comme je dis, je suis né à Lomé, mais mes deux parents m'ont amené le village en ville. Je suis parti en Europe, mais je suis toujours resté Togolais que j'étais. Je suis resté Togolais que je suis. Je vivais dans ma tête comme vraiment un Togolais. C'était un peu ça. Et j'ai rencontré des producteurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré des musiciens. Et chaque fois, je dis, moi, je veux faire le Kamou, Agbadia, Kamou. Je veux montrer la musique de chez moi. Et ce n'était pas facile, comme je disais tout à l'heure. Mais écoute, excuse-moi, j'ai réussi. J'ai réussi. Réussite aujourd'hui, ou bien être riche aujourd'hui, je pense que c'est de tout faire pour être heureux. La montre ne me réveille plus. Je ne dors pas la nuit, je dors quand j'ai sommeil. Je me réveille quand j'ai fini de dormir. J'ai entendu aussi. Je parle souvent ça. Oui. Je dis mon temps aujourd'hui, c'est mon temps. Je suis désolé, mais j'ai tout fait pour avoir mon temps, pour gérer mon temps. Et je donne facilement même l'argent plus que mon temps. Pour moi, le temps est très important pour moi. C'est pourquoi on dit le temps, c'est de l'argent. Je dis le temps n'est pas l'argent. Pour moi, le temps, c'est le temps, l'argent, c'est l'argent. Mais pour être riche, il faut avoir le temps et l'argent. Il faut avoir les deux. Alors, tes premiers, je vais dire, tes premiers pas dans la musique, on sait maintenant que tu n'avais pas de producteur et que tu as commencé dans un environnement qui n'était pas facile. Mais les premiers, je ne veux pas dire échecs, mais c'est-à-dire, en cette année-là dont on parlait, on était à quelle année? Parce qu'on sait que tu as commencé en 96, mais cette année en France dont on parlait, on était à quelle année? Non, je n'ai pas commencé en 96. J'ai fait sortir mon premier album en 96. Ok. C'est pourquoi tout à l'heure même, je disais qu'en 1990, j'étais l'un des artistes qui ont représenté le Togo au cours du 7e festival des francophonies à Limoges. Je suis dans le groupe de ballet, le groupe de théâtre, mais j'ai travaillé avec un grand comédien togolais qui s'appelle Azé Koko Vivina. J'ai commencé depuis très, très, très jeune, mais c'est en 96 que j'ai fait sortir mon premier album. Mais je suis resté à Paris, je pense, je suis resté vers 80. En 92, j'étais déjà au Japon. Je suis revenu habiter à Paris, à 93, par là. Et j'ai commencé mon combat jusqu'à 96 et j'ai fait sortir mon premier album. Même sur l'album,
500%, 300% Zoblazo, je pense, c'est 300% Zoblazo de Mewe, qui est sorti en 95. J'ai fait un duo avec lui sur cet album. Ah ouais! Et il a écrit mon nom, il n'a pas écrit King Mensan parce que on ne m'appelait pas King Mensan. Mensan. On m'appelle Mensan Yaovi, il a écrit ça sur l'album. Ok! Je suis un garçon du jeudi, moi. Donc voilà un peu ça. Ah ok. Donc en fait, même avant la sortie de l'album en 96, tu avais déjà un parcours musical. Ouais, bien sûr. Ok. Bien Ah, sûr. ça c'est intéressant. J'ai déjà commencé à voyager et tout ça, aller au Japon, au Danemark. Pour la et musique. tout ça. Pour la musique. Pour le théâtre, pour la musique. C'est pourquoi en 95, j'ai fait cet album-là avec. Mewe m'avait invité sur cet album-là. Oui. Et tu sais, je passe par là pour lui faire un coucou, c'est un grand homme. Oui. J'aime beaucoup ce monsieur. Humilité, il a. C'est des gens qui... C'est une leçon. C'est quelqu'un qui apprend, qui me donne des leçons aussi. C'est quelqu'un que je respecte énormément. On fait partie un peu de la même génération. De la même génération, mais on se respecte énormément. Et après, je fais les comptes dans les établissements. Je fais les comptes. Je racontais les comptes. J'étais le plus jeune conteur de Paris en ce temps. Je racontais les comptes dans les bibliothèques, dans les écoles. C'est ça qui m'avait aidé à avoir un peu d'argent pour produire mon album. Je sais que tu es là, tu veux aller chercher. Je suis passé par là aussi. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas facile. Mais bon, voilà un peu. Et après, j'ai rencontré monsieur qui a fait sortir l'album. Il n'est plus là aujourd'hui. Monsieur Diapi Diawara. C'est lui qui m'avait donné le nom King. Tu sais, je suis né le 12 août. Donc, mon signe, c'est le lion. Donc, voilà, c'est par là qu'on m'appelle King. Ok, donc c'est comme ça que le King est venu. Okay. Et j'ai gardé mon nom de famille, Mensa. Je suis Mensa. Mon nom de famille, c'est Mensa. Et je suis troisième garçon, je suis encore Mensa. Et je suis né un jeudi. Donc je suis Mensa, Ayaovi, Papavi. Alors, quand l'album sort, quel a été le premier retour du public? Waouh! On dit chez nous qu'un sac qui n'est pas, un cadeau qui n'est pas accepté, ça devient un fardeau. J'avais eu la chance que mon cadeau était accepté. Le retour, c'était, tu te dis, waouh, j'ai sorti l'album avec ceci, c'était paf, c'était parti. D'un coup, on m'appelait partout. Partout. Je me rappelle comme c'était hier. En ce temps, j'ai fait sortir l'album et j'ai appelé un ami. Et l'ami me dit, mais King, tu es toujours à Paris, Papavi, tu es toujours à Paris? J'ai dit oui. Et puis il dit, toujours dans la musique. Il faut penser à faire autre chose, hein, la musique. J'ai dit non, je suis toujours dans la musique. Et puis bon, il me dit, bon, écoute, donc beaucoup de courage. Hein. Même il y a un Togolais qui vient de faire sortir un album aujourd'hui au Togo, c'est ça, tout le monde parle de ça. J'ai dit, ah bon, c'est qui? Il dit, ça s'appelle King Mensan. Il dit, c'est moi King Mensan. Wow! Ouais, je ne mens pas, je n'aime pas mentir. Et toi, un coup, non, vous le mine dans la radio, on ne ment pas. Il ne savait pas que c'était toi. Il m'a dit, mais il y a un Togolais qui a fait sortir un album là, ça marche bien. Donc il faut faire comme lui et tout. Quand il a commencé à parler, il y a un truc qui me disait, il parlait de moi. Il parlait de moi. Je suis qui parlait de moi. Et j'ai dit, c'est qui? Et il dit, King Mensan. Il dit, c'est moi, King Mensan. Parce que c'est pas le nom que les gens... Oui, c'est le premier, quoi. Donc tout le monde m'appelait Papavi. Oui. Donc c'était ça. Donc le retour, c'était ça. Invité un peu partout ici, au Bénin, au Togo, un peu partout. Tout de suite avec le premier album. Et le deuxième ou le troisième, j'ai eu mon premier Cora. Donc c'est de... Allez, vas-y. En fait, c'était succès, quoi. C'était exactement ça. La musique, c'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a baissé un peu les gammes. Hein. Sinon, avant, c'était le corps et âme étaient vraiment dans la musique. Mais à un moment donné, on pensait aussi à faire sur 30 ans. C'est beaucoup quand même. Hein. Mais le début, c'était un peu ça, quoi. Et on n'avait pas, il n'y avait pas une école pour nous. Mais tu dois apprendre tout de toi-même. Tu écoutes les autres qui sont devant nous, on l'apprend avec eux. On lisait les interviews, on faisait attention de ne pas blesser les gens, de ne pas tout répondre. On nous a appris ça. On ne répond pas. Il faut garder le silence de Dieu. Et tu as vu Dieu, il ne parle pas. Hein. Il ne dit rien. On dit, à un moment, on dit, Jésus est son fils. Après, on dit, c'est Jésus même qui est Dieu. Dieu même ne dit rien. Il est là seulement, il nous regarde. Donc, en tant qu'artiste, on dit chez nous, un lion qu'on voit tout le temps, à un moment donné, ça commence à ressembler à un chien. J'entends Popo dit, vous me va dire quoi. Donc, ça fait que tu fais attention à tes sorties en tant qu'artiste. Tu fais attention à ce que tu dis. Il y a tellement de choses que tu dois apprendre. C'est tout un tour, c'est vraiment un travail. Et comment tu as appris ça? Comment tu as appris tout ça? Avec tout le monde. C'est pourquoi je dis que je suis à l'école de la vie. J'apprends ça de tout le monde. Les gens que je croise, comme toi, comme les autres, les gens disent, comment tu fais pour composer? J'ai dit, mais vous composez pour moi sans savoir. Moi, je cherche seulement la mélodie. Vous, c'est tout ce qui sort de votre bouche, je vous écoute. Tu vois, c'est important. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, nos grands frères qui sont sortis avant nous, on lisait tous d'eux. On fouillait dans leur vie.
C'est pas comme aujourd'hui sur le net et tout, il n'y avait pas ça. Donc tu achetais les journaux, tu lis, tu apprends le métier comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend le métier. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens, il y a d'autres qui sortent, qui m'insultent. Tu penses que je réponds? Je n'ai même pas écouté. Je dis, quelqu'un m'appelle, dit, King, telle personne t'a insulté. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Appelle-le, je vais lui présenter mes excuses. Alors, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. C'est pas. Mais je ne réponds pas, mais je te regarde. Je ne réponds pas. Alors, quel a été l'impact dès la sortie du premier album, succès retentissant partout? Mais pourtant, ta vie en France à l'époque, c'était une vie difficile. C'était une vie difficile où il n'y avait pas de l'argent, tu vois. Mais là, tu sors un album, tu deviens une star planétaire, internationale, on t'invite un peu partout. Comment tu le vis? Comment tu vis cette transformation-là, ce changement-là dans ta vie? Dans ta vie d'avant, de juste un inconnu qui galère, qui va chanter qui va faire des comptes dans les écoles pour trouver de l'argent, à maintenant star de la musique qu'on écoute au Togo, on écoute au Bénin, on l'invite un peu partout. Comment tu vis ce changement-là? Et qu'est-ce qui change concrètement dans ta vie de tous les jours pour que tu sentes l'impact de cette réussite-là sur toi? La chance que j'avais, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà commencé à voyager avec la musique, avec beaucoup de choses déjà. Donc, bien que l'album est sorti, j'ai toujours gardé ma tête sur mes épaules. Même avant, les gens me tiraient même pas dans la rue, mais disaient, je fais une photo avec toi quand on a fini de faire des spectacles de danse, de théâtre. Les gens nous appelaient. Donc, j'avais un peu l'habitude. Mais avec la sortie de la premier album, c'était encore plus waouh. Mais tout le temps, c'est pourquoi je dis, moi, je suis vraiment un enfant de Dieu. Je dis, quoi, Dieu m'a trop aidé sur mon chemin. C'est pourquoi je dis, ma prière, c'est merci, papa, merci, merci. Parce que je sais même pas, je peux pas te dire, oui, j'ai fait ceci. Non, non, non. Je suis allé doucement. Je sais qui je suis. Je connais mon niveau. Et je me mets à mon niveau. Comme dit quelqu'un, on dit, l'intelligence aussi, c'est d'apprendre à se mettre au niveau des autres aussi. Chaque fois que je rencontre les gens, je dis, je n'ai jamais oublié qui je suis. Mon côté enfant, mon côté de pauvreté, il est toujours à moi. Et c'est pourquoi je n'aime pas parler trop de certaines choses. Pour moi, je n'ai pas oublié. Donc, j'ai toujours gardé ce côté de... Tout à l'heure, tu m'as vu, tu dis, mais King, mais c'est toi-même qui as conduit? Je dis oui, que j'adore conduire. Tu dis, mais je pensais que tu vas être derrière la voiture. C'est pas vraiment ma vie, ça. Je suis toujours resté papa-vie. Vraiment, hein. Je suis vraiment... Mes amis d'enfance, beaucoup sont encore avec moi. J'ai grandi comme ça. Je suis toujours resté comme ça, de dire... Et je n'aime pas trop quand on dit, tu es une star, tu es une star. Je dis... Des fois, je dis, je suis un artiste connu, mais star. Quand les gens disent ça, je dis, mais être star, il y a beaucoup de choses qui sont autour. Il faut avoir des choses. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui sont connus, qui partent dans la rue, on dit star, mais attends, il n'y en a pas beaucoup, hein. Or, quand on dit star, on dit star. Bon, excuse-moi de dire ça comme ça. Mais je dis, bon, par exemple, au Togo, il y a plein de stars, il y a beaucoup de stars. Au Bénin, il y a plein de stars. Mais moi, de dire que je suis une star et tout, bon, écoute, je fais mon métier. Et ce métier, je pense aussi à laisser des traces pour demain. Que quand on cite les noms des artistes, qu'on cite aussi mon nom, tu sais, l'héritage que nous allons laisser demain à nos enfants, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des diamants, mais c'est des bons noms. Que c'est de bons noms. J'ai dit ça tout à l'heure. Oui. Donc, pour chaque fois, je dis, il faut que le nom, là, reste, quoi. Il faut que le nom, ça reste. Donc, moi, je fais ce combat-là. Mais je fais aussi un autre combat aussi, d'être vraiment, vraiment humble, parce que je sais d'où je viens. On nous a appris tout petit, mon père disait, vous savez, on n'a personne. Je n'ai personne. Mon père dit, tu fais quoi là-bas? Je me disais, on n'a personne dans la famille. Donc c'est toujours resté à moi. Chaque fois que je fais un truc, c'est comme mon père me parle. J'ai tout ce côté-là, je fais attention. Bon, je suis toujours resté un enfant de pauvre, hein, sans oublier. Je ne veux pas que mes enfants disent ça demain. Moi, je suis toujours resté un enfant de pauvre. On dit... quelque chose que tu peux faire au-delà de 10 ans devient professionnel. Cette émission, tu fais plus de 10 ans, 20 ans, mais j'ai galéré plus de 25 ans. Donc, je suis un pauvre professionnel. Donc, si aujourd'hui, j'ai même des milliards sur ma table, si on ne te montre pas, tu ne sauras pas. Je vais toujours rester égal à moi-même. Voilà un peu ma vie. J'ai entendu dire que tes premiers cachets, c'était de... 25 000 ou de 2500? 2500, pardon. 2500. Et quand tu recevais ces cachets-là au début, c'était quoi le symbole que ça avait pour toi? Ça représentait quoi pour toi? C'était beaucoup. 2500. C'était avant mon premier album. Je faisais les concerts avec... Ok. C'était avant ton premier album. Oui, avec Azekoko Vivina. On faisait les concerts. Mais lui aussi ne gagnait pas beaucoup. Donc, il me donnait même 2500. C'était à ce temps-là, c'était beaucoup. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent.
C'était beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier aussi. Bon, mon premier, j'ai gagné 2500, mais après un moment aussi... Après la sortie de l'album, tu as commencé par gagner combien comme ça en termes de cachet? On est rentré dans les millions. Déjà en 96? Au moins 1 million 500. En 96? Ah ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent. Dans le milieu, je ne peux pas mentir. 96? J'ai gagné. Oh, 96, hein? J'ai gagné. 1 million en 96, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. J'ai gagné. Ouais, je me rappelle très bien, j'ai gagné. C'est pas tout, hein. Il y a des concerts, tu es au-delà. Même, tu sais, comme je disais la dernière fois, j'avais fait un concert où j'ai été payé à 500 000 francs par minute. 500 000 par minute. J'ai fait 20 minutes sur scène, on m'a payé 10 millions. Là, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai dit, mais... Et puis, des fois, quand je monte sur scène et j'ai fini de chanter, et on me donne un cachet, je dis, mais déjà, là, je vous vole, hein. Parce que moi-même, la joie que j'ai au fond de moi, sur scène, et après, on me donne encore un cachet, tu ne peux pas savoir. J'ai fait des concerts aussi, on m'a payé 100 000, on m'a payé 150 000, mais j'ai fait des concerts, on m'a payé des millions aussi. Et j'ai fait des concerts aussi, j'ai fait beaucoup de concerts gratuits. Tout dernièrement, il y a une dame qui m'a appelé, dit, King, ma mère t'aime trop, mais je fais son anniversaire, je voulais t'inviter, tu prends combien comme cachet? J'ai dit à la dame, la façon dont elle a parlé, j'ai dit, donne-moi ton cachet, tu me payes combien? Elle m'a dit, elle a 100 000. Je te parle de même pas 2 ans. Elle m'a dit, elle a 100 000. J'ai dit, 100 000? Elle dit, oui. Et puis, elle me dit, je sais, King, c'est pas beaucoup, mais fais-moi ce cadeau-là. J'ai dit à mon mari que je vais t'inviter, mais mon mari a dit, tu peux inviter qui, mais ça, J'ai dit à madame, je ne suis pas sûr d'être là, mais vous savez, c'est où l'adresse? Vous allez faire le concert où et tout? L'anniversaire de maman, c'est où? Elle m'a indiqué et tout. Après, c'est un mois, hein. Elle m'appelait, je ne prenais plus le téléphone. Elle m'a tellement appelé, même la nuit, elle m'a envoyé des messages, je ne prenais plus. Le jour où je me suis pointé, je l'ai appelé, je dit, madame, je suis devant la salle. Elle a crié. Elle est venue, elle tremblait comme ça. Et puis, elle m'a donné l'enveloppe. Elle m'a donné l'enveloppe, je dit, remets ça à maman. Donne ça à maman. Wow. C'est mon cadeau d'anniversaire. Tu vois, donc il y a des choses aussi. Il y a des choses aussi comme ça qu'on arrive aussi à faire. Donc même le cachet, le petit cachet qu'elle a promis, qu'elle vous a promis, tu l'as dit de donner ça encore à maman. Ça c'est fort. Ça m'arrive souvent. C'est très fort. Je te raconte un autre aussi. Il y avait un jeune, il y avait 2 jeunes, mais 3. Ils sont à Tapamé. Ils sont à Tablibo, au Togo. Ils m'ont appelé pour un concert. Je ne me rappelle plus combien, c'était 500 000, je ne me rappelle plus. Mais c'est des jeunes qui ont envie de faire le truc aussi dans le village. Donc, il m'a payé une partie. Et le reste, je finis de jouer, ils vont me payer le reste. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Ça, je le laisse. Et je suis arrivé, j'ai fini le concert, mais je n'ai pas retrouvé. Le jeune, déjà à 6h, 7h, 8h, 9h, je ne le vois pas. Je l'appelle, il ne prenait pas le téléphone. Mais j'attends. Et après, le voilà. Il est venu avec le reste. Si tu vois l'argent, excuse-moi, je ne me rappelle plus de combien, 250, 300 000, je ne me rappelle plus. Mais l'argent était beaucoup comme ça, parce que c'était sale, tu vois. Donc, c'est plié. Et puis, je dis, compte. Lui-même, il a compté, il compte. Et puis, je dis, où tu as trouvé tout ça? Quand il n'avait pas bien fait la communication, il n'y avait pas aussi du monde et tout. Il a compté, je dis, où tu as trouvé ça? Il dit, oui, on n'a pas eu du monde hier, mon camion, on a eu une partie, après, j'ai prêté, il racontait des trucs. Je dis, tu sais, tu reprends l'argent, va rembourser, va redonner l'argent aux gens. Parce que même si je prends cet argent ne peut pas régler le problème que j'ai. Et ça va te mettre aussi dans un autre problème. Mon gars, sors dans le problème, et moi je vais dans le problème. Garde le reste. Wow. On fait des choses aussi des fois. Aussi, comme ça. Et ce qui est génial, cet enfant-là, il est devenu mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Wow. Tout ce qu'il m'a donné après. Chaque fois qu'il quitte son village, il vient à Lomé, il m'amène l'igname, il m'amène du maïs, il m'amène tellement de choses. Je te dis, mais c'est déjà dépassé ce que je te dois, mais ce que tu me dois. Mais c'était bon, ça arrive aussi des fois aussi comme ça. Wow. Ah oui, je suis touché. Mais ce que j'ai vraiment touché à gagner plus dans ce milieu, c'est le sourire des gens. C'est quand les gens m'appellent pour dire, King, cette chanson a changé ma vie. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, King, j'avais envie de me suicider. J'ai écouté l'une de tes chansons. J'ai abandonné. Wow. Je suis à vie aujourd'hui grâce à toi. Il y a des gens qui nous disent des choses qui nous touchent vraiment. Vraiment. C'est pas seulement de l'argent. C'est le sourire des gens, des fois dans la rue, ou quelqu'un qui te demande, King, la personne se sent un peu sale, il te dit, King, est-ce que je peux prendre une photo avec toi, avec une petite voix? Et tu viens, tu l'attrapes et tu dis, fais la voix. Et puis tu vois le sourire,
C'est ça qu'il faut. C'est ça mon cachet. Le plus beau cadeau, le plus beau cachet, c'est ça que je viens de parler là. Waouh! Ah, je suis très touché. Merci. Est-ce que ça, c'est moi que tu as touché? Je suis très touché. Merci. Non, je suis très touché parce que, Ami, les deux histoires que tu as racontées, c'est... J'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai reçu tellement d'artistes, tellement de grands artistes. Je sais pas, j'ai jamais entendu des anecdotes aussi touchantes. Mais c'est seulement pour te dire la vérité. Et les autres, vous savez, je vous adore. Mais là, on peut dire la vérité que c'est... Non, mais le côté, la dimension humaine dans ces anecdotes-là est incroyable. Comment tu surprends la dame qui veut faire l'anniversaire pour sa maman et qu'à la fin, tu lui dis... Ton cachet, c'est le cadeau que j'ai pour ta maman. Moi, je suis toujours, j'imagine pas elle. J'imagine pas comment. Elle a pleuré. Je tournais, je cherchais son mari. Son mari ne croyait pas. Non, personne ne croyait, même sa mère. Personne ne pouvait croire. Personne ne peut croire. Et ensuite, la même chose que tu fais pour le jeune. C'est incroyable. Et je suis que ce genre d'anecdote, tu dois en avoir plein. Ah ouais, tu sais, il y a des choses, les gens qui me racontent des choses et je me dis. Non, c'est beau ce métier. Il faut partager. C'est pourquoi je dis aux jeunes aujourd'hui, les chanteurs de nos jeunes frères qui viennent aujourd'hui et sœurs, je leur dis, il faut écrire le test. On dit le bon Dieu a créé le monde avec on dit le bon Dieu a créé le monde avec la parole. Et je dis, si ce que je dis dans ma chanson ne peut pas réveiller quelque chose dans l'autre, je vais me taire. Il faut écrire, il faut les tests. Nous, on a éduqué avec les chansons. Des fois, tu fais des choses à la maison, il y a une chanson qui passe, ta maman va monter la radio pour que tu écoutes. Ou bien tu vois ta mère qui chante pour toi, et chante pour te passer un message. Mais aujourd'hui, je dis, avant c'est le corps qui réveillait les gens au village. Aujourd'hui, les artistes doivent réveiller la conscience des gens par le test. Ça n'est pas seulement pour danser. Mais il faut, même si une musique pour faire danser, il faut quand même des tests qui nous parlent, qui nous étudient. Que les gens disent, ok, c'est grâce. Quelqu'un m'a dit, King, j'ai fait bac 3 fois. Et j'ai dit, je n'y vais plus. Quand j'ai écouté ta chanson, d'autres disent quand j'ai écouté cette chanson, je suis retourné la 4e fois, je n'ai plus doublé. J'ai continué jusqu'à j'ai terminé mes études. Quand tu attends ces choses comme ça, tu te dis oui, tu apportes quelque chose dans la vie des gens. Pour moi, c'est important. Je ne chante pas parce que j'ai une belle voix. Je dis tout simplement que je chante parce que j'ai des messages à passer. Le jour où je n'ai plus rien à dire, je me tais. Mais j'aurai toujours quelque chose à dire. Parce que c'est Dieu qui parle à travers nous tous. Effectivement. Alors, King, j'ai envie qu'on parle un peu d'argent. J'ai envie qu'on parle d'argent. J'ai envie qu'on parle d'argent, de richesse et de réussite. Et de ton... La première question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui? Ton rapport à l'argent, à toi? Le respect. Respect. L'argent. Aujourd'hui, on ne nous respecte pas parce qu'on a 50 ans, 55 ou 60 ans. On te respecte selon ce que tu as dans ta poche. Les gens ne vont pas arrêter. Comme le moment où vous voyez le jeune là, tout le monde se baisse, monsieur le président, le patron, DG. C'est l'argent. Il pense que quoi? Il parle qu'il y a DG de qui? C'est l'argent. Le jour où tu n'en as plus, écoute, on ne te parle plus comme ça. C'est l'argent aujourd'hui. Il faut qu'on gagne de l'argent. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on sorte de la pauvreté là. Il faut qu'on sorte de la pauvreté. L'argent, c'est... Il ne faut pas tourner le dos à ça. Il faut que les gens arrêtent de nous mentir. Il faut gagner de l'argent. C'est pourquoi je dis à l'école aujourd'hui, il faut changer certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, envoyer nos enfants à l'école pour aller apprendre comment on cherche de l'argent, comment on gagne de l'argent. On nous respecte pour ça. On te respecte pour ça. C'est pas parce que tu es beau, tu es noir, tu es clair, c'est pas ça aujourd'hui. C'est l'argent. C'est l'argent. Je ne vais pas vous... Je vais te dire un truc. J'ai enterré ma mère la dernière fois à 97 ans. Vous savez quoi? C'est l'argent qui a poussé son âge. Elle avait 97 ans. Waouh! C'est l'argent. L'argent a joué son rôle. Ce n'est pas que l'argent, mais l'argent a joué son rôle. Ah, l'argent a joué son rôle. Jusqu'au dernier jour, l'argent a joué son rôle. Ma mère n'est pas partie parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter tel médicament ou on peut pas. Non. Moi, je fais partie de la famille où, quand on était malade, on va à l'hôpital. Et puis l'ordonnance, on crie par exemple 5 médicaments. La vieille nous amenait à la pharmacie. Il demandait au pharmacien, pouvez nous trouver au moins 2 dedans qui peut guérir l'enfant. Le pharmacien qui lui dit, mais maman, mais quand vous avez écrit les 5, ça veut dire les 5, vous avez besoin de ça. Il dit, mais pardon, je n'ai pas l'argent. Si je peux acheter 2 dedans. Et ma mère achetait 2 et on retournait au marché pour acheter des herbes. Tu vois, les trucs, pour compléter. Incroyable. Mais après, je déplaçais les docteurs de l'hôpital pour venir soigner ma mère à la maison. Ah ouais.
C'est une réussite. Je ne parle pas que, oui, voilà. Mais moi, je dis aux gens, j'ai réussi ma vie. Quand je parle comme ça, je dis, vous savez, avant, à la maison, on se pose la question si on a préparé. Mais aujourd'hui, ma femme me demande, si tu rentres, tu veux manger. Quand tu rentres, tu veux manger quoi? C'est ça, maman, réussite aujourd'hui. Tu comprends? Donc l'argent, si ma mère est partie à 97 ans, l'argent a joué un rôle. Plus de soit 90%, l'argent a joué son rôle. Je suis toujours présent. Il y a des médicaments, on est obligé d'envoyer en France. J'ai même envoyé ma mère à l'hôpital en France. C'est vraiment un travail. Donc aujourd'hui, si quelqu'un nous dit, bon, l'argent est pauvre, quoi, aller au paradis, laissez-les. Gars, il faut gagner de l'argent. Mais dignement et proprement, quoi. Sans truquer quelqu'un, sans rentrer dans les choses interdites et tout ça. Non, mais il faut qu'on gagne de l'argent. Moi, tous les jours, les 24 heures là, de la journée, moi, je réfléchis au moins 20 heures de temps, je pense à l'argent. Je suis fou. Mais en vérité, je te dis un truc vite fait, là. Moi, je n'ai pas l'argent, je ne me sens pas bien. Mon sang ne circule pas normalement. Je me dis, non, je ne vais pas bien. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Attends, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on nous blague. Aujourd'hui, c'est pas l'argent ou rien, mais il y a la vie, mais il y a l'argent. Et puis, il ne faut pas oublier que là, aujourd'hui, sans l'argent, la vie n'a pas de... La vie a sa valeur, mais sans l'argent, la vie n'a pas de... Non, pas vraiment de valeur. Et en fait, en parlant d'argent, parce que j'aime parler d'argent toujours avec tous mes invités, parce que je dis toujours, c'est une émission business. Et je dis c'est une émission business. Quand je dis business, les gens ne comprennent pas ce que je veux dire par là. Business, pour moi, c'est-à-dire comment gagner de l'argent. Merci. Parce que on va à l'école pour trouver un emploi, pour gagner de l'argent. Merci. Les parents, quand on était enfants, les parents nous disaient « Oma daglo, oh aïe dominant, tu vas pas sacler, tu vas aller à l'école pour moi. » Parce que dans leur tête, ils se disaient « À dagler, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le fait de sacler ou dans le fait de faire de l'agriculture. Il y a plus d'argent dans le fait d'avoir un diplôme et de devenir un médecin. » Donc au fond, on voulait tous aller à l'école de base parce qu'on voulait gagner de l'argent, parce qu'on voulait être à l'abri du besoin. Et les parents ont toujours voulu que on devienne médecin, tout ça, parce que c'est les métiers en leur temps qui faisaient gagner le plus d'argent. C'est vrai qu'à nous, à notre génération aujourd'hui, c'est des métiers différents, mais je crois que c'est tout ça en fait. Et donc, l'importance de comment on gagne de l'argent, la sagesse qui est autour, comment on crée une carrière autour de sa personne, comment on le monétise, je pense que c'est quelque chose qui est primordial dans le succès d'un être. Parce que comme tu l'as dit, peu importe ton succès, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas bien. Tu ne peux pas être bien. C'est normal. Je suis d'accord. Donc, ce que j'ai envie de savoir déjà, c'est aujourd'hui, quelles sont les différentes sources de revenus que tu as? Parce que je sais que la musique, tu as gagné beaucoup d'argent avec la musique. Mais quand tu gagnes beaucoup d'argent avec la musique, tu as commencé par utiliser cet argent-là certainement pour faire beaucoup de choses, investir dans d'autres projets et tout, etc. Ce qui fait que je crois qu'aujourd'hui, tu dois être à un niveau où, même si tu ne fais plus de concerts, tu peux vivre jusqu'à la fin de ta vie. Comment est-ce qu'on arrive là? Comment est-ce qu'on construit ça? Comment est-ce qu'on bâtit ça? J'ai envie qu'on transmette ces connaissances-là aux salariés qui nous écoutent, aux jeunes qui nous écoutent, qui veulent s'en sortir, aux gens qui s'en sortent déjà, qui veulent fructifier encore plus les revenus qu'ils gagnent pour qu'en fait, ils puissent profiter de cette sagesse-là pour pouvoir savoir comment bien utiliser l'argent. Parce que l'argent est gavaudouillé. C'est-à-dire, parfois, l'argent, c'est un... Comment on dit vaudou en français? L'argent, c'est un esprit. C'est un esprit. Ouais. Si tu ne le respectes pas... Ouais. Parfois, en fait, on connaît plein de gens qui ont l'argent un jour, et puis le jour d'après, ils n'ont plus l'argent parce qu'ils n'ont pas su comment bien gérer l'argent. Et quand on te voit quelqu'un qui a trouvé l'argent depuis 1996, où beaucoup de personnes qui nous écoutent ici ne t'aiment même pas encore né, qui continuent de trouver l'argent jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas dire dans quoi tu es venu quand même, mais tu vois. Il est venu dans une belle voiture quand même, tu vois. On sait quand même que pour la légende, gérer 30 ans de carrière, ça demande de la sagesse et de la maturité financière et business. Donc j'ai envie que tu partages cette maturité avec nous sur comment est-ce que quand tu as commencé par gagner de l'argent, mais oui, il m'a dit, Béni, quand j'ai commencé par gagner de l'argent, la première chose que j'ai faite, c'est mettre ma famille à l'abri. J'ai construit une maison pour mes parents avant même de construire une maison pour moi. Et ensuite, il m'a dit, moi, je gagne de l'argent, mais je venais à Cotonou, je roulais en Zémidjan. Et je n'achetais pas de grosses voitures parce que je savais que je ne m'étais pas encore mis à l'abri. Et je vois des artistes, des gens qui gagnent de l'argent et leur premier
premier focus, la première chose qu'ils recherchent, c'est comment acheter de grosses voitures pour impressionner les gens. Et après, tu le vois, en fait, 1 an, 2 ans, 5 ans après, quand l'argent rentre moins, ils revendent la voiture, revendent des trucs, et puis ils se retrouvent à zéro. C'est cette façon de gérer la carrière des gens qui fait qu'ils ne tiennent pas aussi. Comment est-ce que toi, quelles sont ces histoires, ces anecdotes-là, ces sagesses-là que tu peux partager avec nous sur ta façon de gérer l'argent? Et quand tu as commencé par gagner de l'argent en même temps, comment tu l'as distribué? La question a été un peu longue, mais prends-moi comme ça. Non, tu as tout dit. Ce n'est pas qu'une question. Tu as développé beaucoup de choses que je vais t'accompagner aussi un peu sur ce sujet-là. Quelque chose que tu as cherché dans ta vie. Tu as donné toute ta vie pour ça. J'ai donné toute ma vie à ça, ce travail-là, pour gagner ma vie, pour aider ma mère, pour accompagner ma famille. C'est pourquoi, déjà à 19 ans, je suis parti du Togo pour aller rester en Côte d'Ivoire. 20 ans, 21, 22, je suis déjà à Paris. Je vivais dans une petite maison, chambre et tout ça. Un studio. Ouais, un studio. Entre-couché, comme on dit. Entre-couché. Ouais, je te dis. Quelque chose que tu as pris ton temps, toute ta vie. Tu t'es sacrifié. Tu sais, entre la richesse et la pauvreté, il faut des... Entre la pauvreté et la richesse, il y a une frontière. Il faut se sacrifier. Il faut prendre des risques, quoi. On a pris des risques. Et à un moment donné, Dieu a fait que ce que tu cherchais toute une vie, tu l'as. Qu'est-ce qu'on fait? On prend soin. On ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. Moi, je me suis fait un salaire. Je te donne un exemple très simple. En tant qu'un artiste, je te dis que je fais un concert, on m'a payé 10 millions. Exemple. Je mets les 10 millions sur un compte. Et ce compte qui vit ma salaire. J'ai un salaire. Ah ouais. Je ne touche pas. Ouais. Ce qui veut dire par 10 millions, peut-être que je me suis fait un salaire de 500 000. 10 millions, ce qui veut dire j'ai au moins pour les 10 mois qui viennent là, je suis à l'abri. 20 mois. 20 mois. Oui. 20 mois qui arrivent, excuse-moi, je suis à l'abri. Même si je ne joue pas, je ne fais rien, je suis à l'abri. Ça m'arrive des fois de venir prêter de l'argent sur ce compte. Je fais un concert, je remplis. Je sais ce que je dépense par mois. C'est pas parce que j'ai fait un concert, je suis à 5 millions aujourd'hui, donc je m'amuse, je vais acheter. Non, je ne m'amuse pas comme ça avec l'argent. Je ne m'amuse pas comme ça avec l'argent. Parce que quand je suis né, le seul problème que nous avons à la maison, c'est l'argent. C'est l'argent. Le vieux n'avait pas, papa n'avait pas, maman n'avait pas. On nous renvoyait de l'école. Des fois, c'est difficile même. Le vieux vous dit, ou bien la vieille vous dit, il n'y a rien ce matin, allez, à midi, on va voir comment on va gérer et tout. Tu comprends? Donc, ça fait que j'ai pris soin. Je ne suis pas rentré dans l'histoire où tout de suite que je commence à m'amuser avec mon argent. Bien vrai qu'aujourd'hui, je peux te dire, je suis dans l'agriculture, mais je suis dans l'hôtellerie aussi. Je suis dans l'hôtellerie. Et même aujourd'hui, j'ai un projet même de construire... je rentre même dans les histoires de bâtiments, de faire des cités, tout ça, cité King Vincent. Je ne te dis pas le reste, j'ai des idées comme ça. La musique a fait, on dit travaille pour ton nom et ton nom travaillera pour toi. La musique a déjà fait mon nom déjà. Maintenant, aujourd'hui, je suis rentré dans beaucoup de choses. Je ne suis pas dans l'histoire de bling bling, regarde-moi quoi. Non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Je veux prouver quoi à qui? Je dis qui me regarde. Sinon, tout à l'heure, tu vas me voir, je viens avec garde-corps, on ouvre la portière, tu sors de là, le chauffeur qui est là, tu parles. Non, je ne suis pas. Non. Je m'ennuie jamais seul. Des fois, quand je prends le volant, je réfléchis tout seul au volant. Je me prends le temps de me penser à moi. Donc aujourd'hui, il faut, même ceux qui sont des salariés, vous gagnez de l'argent. Dites-vous que du jour au lendemain, on peut vous virer de là. Votre patron peut être décédé, on peut fermer la société. Vous faites quoi? Vous retournez à la maison. J'ai vu des gens qui sont des amis 10 ans. C'est seulement aller, voyons, on va aller boire ici, on va à tel funérail ici, on fait sortir de quoi ici? Il n'y a que ça. Mais vous êtes des amis. 5, 20 ans, 10 ans, vous n'avez rien ensemble. Même si vous êtes 2, vous êtes un ami, vous êtes un groupe de 5 amis. Mais cotisez, même si c'est 100 000 francs par an, rentrez dans un truc de business un peu qui vous rapporte un peu d'argent. Le jour où ton patron te vire, tu viens travailler ici. On doit créer des sociétés, même en amitié. Mais vous voyez, on ne crée pas des choses. On est seulement des amis. Hey, comment? Il n'y a que ça toute notre vie. Je dis, mais attends, non. Le temps de notre parents, c'était un peu ça. Tu gagnes un peu d'argent, tu veux acheter un terrain, tu veux construire et tout. Je dis, aujourd'hui, pour moi, je ne donne pas ce conseil. Même la maison que j'ai construite, cette fois, je suis là, je regarde, je dis, mais si aujourd'hui, on me demande de refaire ça, je ne le ferai pas. Je dois mettre plutôt cet argent dans le business et tout ça. Je disais, il faut que les gens ils savent toujours les Pourquoi construire une maison, ce n'est pas une bonne idée, selon toi? J'ai pas dit que c'est pas une bonne idée. Je dis ce que j'ai construit moi, par exemple. J'ai une maison où j'ai plus de 9 chambres, par exemple.
Tu vois, je te dis, à quoi ça sert? Aujourd'hui, tous mes enfants sont où? Les enfants sont en Europe. Tu vois ce que je veux dire? C'est de construire une maison, mais je dis tout de suite, quand on commence à gagner de l'argent, il faut penser à rentrer dans le business, même avant même de penser même à construire sa maison. Ce qui veut dire, tu travailles, tu as ces 500 000 francs par mois, tu vas aller faire des prêts. Tout de suite, tu achètes un terrain, tu veux construire. C'est une bonne chose peut-être. Mais moi, je ne le ferai pas comme ça. Je vais plutôt penser, les prêts que je vais faire, je vais voir comment je peux me mettre dans un truc de business qui peut me faire gagner un peu d'argent pour penser maintenant à construire. Peut-être du jour au lendemain, mon patron peut me virer, c'est son droit. Mon patron peut me dire la société est fermée, c'est leur droit aussi. Et je sais quand même que au moins ces business avancent pour moi. Donc tu vois, même aujourd'hui, avant on disait on ne chasse pas 2 lièvres à la fois. Aujourd'hui c'est 10 lièvres qu'on chasse à la fois. Ah, sinon tu peux pas. Tu prends ici, tu complètes ici, tu fermes ici, tu avances. Donc je rentre dans beaucoup de choses. Moi je rentre dans beaucoup de choses, dans la boisson aussi. Je fais des vins aussi. Tu vois, donc je ne peux pas te citer tout ce que je fais, mais je ne suis pas riche comme on dit, mais je mange ce que j'ai envie de manger. Avant, on pensait même ce qu'on a préparé, mais aujourd'hui, je mange ce que j'ai envie de manger. Et c'est vraiment important pour moi. Je me bats pour ça tous les jours que le bon Dieu fait, quoi. Donc, encore une fois, je dis aux gens qui nous écoutent de penser à ajouter quelque chose à ce qu'ils font déjà, de créer une société familiale. Ça, c'est vraiment important. Voilà un peu. Waouh. Ok, donc si je dois résumer, c'est-à-dire, quand tu as commencé par gagner de l'argent, tu t'es dit, je dois diversifier mes sources de revenus. Directement. Direct. Ok. Quelle est la toute première activité que tu as lancée à côté de la musique, si juste on peut savoir? Avant, au départ, j'achetais des choses en Europe, je venais vendre. Ok. Je faisais pourquoi ça? Je faisais beaucoup ça. De la vente et revente. Ouais, c'est ce que j'ai commencé. Mais après, je suis rentré dans beaucoup de choses. J'ai eu d'autres propositions et tout. J'avais même pensé à vendre des voitures et tout. Mais je garde pas l'argent comme ça à la maison et dépenser et fini et tout. J'avais commencé au début pour un temps. Mais après, j'ai dit non, tu vas pas laisser l'argent comme ça à la maison. Et puis l'argent même, c'est un voyageur. L'argent n'aime pas rester sur place. Oui, il a jamais tourné. Là et tout, il veut quitter, l'argent veut quitter. Donc chaque fois, tu rentres dans des trucs. Et j'ai acheté des terrains aussi pour vendre aussi après. Pour ne pas te mentir, j'ai acheté des terrains qui m'ont coûté en ce temps, 3 lots m'a coûté 4,5 millions. Donc ce qui veut dire un lot était à 1,5 million. Et 10 ans après, j'ai une proposition de 200 millions. Ouais. Waouh, j'ai les 3 lots? Ouais, 3 lots. Waouh. Ouais, j'ai eu une proposition de 200 millions, mais je ne te dis pas, mais je ne l'ai pas vendu. parce que j'ai des projets sur ce terrain-là. Ah ouais. Et je n'ai pas regretté jusqu'à aujourd'hui. Non, parce que tu peux de toute façon trouver toujours un acheteur quand tu veux. Ouais, bon, écoute, c'est ça. Hein. Et c'est le plus à ce prix-là maintenant. C'est que c'est encore monté. Oui, donc c'est un peu ça, quoi. Si tu as l'argent, tu ne sais pas quoi faire avec, ne dépose pas l'argent. On ne s'amuse pas avec l'argent. Parce que nous, c'était le seul problème qu'on avait. C'était le seul problème. Donc, tu arrives à gagner un peu, tu ne vas pas commencer à s'amuser comme ça avec l'argent. Tu fais attention à ce que tu fais. Ça fait mal si on n'en a pas. Tout le monde t'embête. Oui. On te tutoie direct. Direct. Alors, papa, l'immobilier. Quel est ton rapport à l'immobilier? Parce que généralement, chez nous en Afrique, lorsqu'on gagne de l'argent, le premier investissement dans lequel la plupart des gens ont envie de le mettre, c'est l'immobilier. Est-ce que toi, tu penses la même chose? Tu as dit que construire une maison, ce n'est pas la chose à laquelle tu penserais en même temps. Tu le mettrais dans les business et tout, etc. Mais comment toi, tu juges aujourd'hui l'importance de l'immobilier comme un investissement? Il y a des gens qui voient l'immobilier comme une façon de bien stocker de l'argent pour ne pas que ça pète de la valeur. Mais est-ce que toi, tu vois l'immobilier aujourd'hui aussi comme un investissement au-delà de juste comme une façon de stocker de l'argent pour ne pas que ça pète de la valeur? Nous tous, on avait pensé à ça, mais écoute, j'ai créé des choses où... Immobilier, oui, nous tous on a construit pour ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je dis, si je trouve l'argent, je rentre dans l'agriculture plus que ça. J'ai un ami qui a fait 250 hectares de maïs. La dernière fois, il a fait une journée, il a vendu combien de maïs? Il m'a appelé, il m'a dit, King, j'ai dit, il peut passer 23 millions. Hein. Tu vois? Donc, aujourd'hui, il faut enseigner l'agriculture, pisciculture, élevage aux enfants, même à l'école. Ça rapporte énormément. Quant au immobilier, bon, tu sais, toutes ces choses-là, c'est individuel. Il y en a d'autres qui le font, ça marche. Oui, ça c'est vrai. Il y en a d'autres, ça marche pas. Ça c'est vrai. C'est tout ce qu'on fait, c'est individuel. Hein. Ça c'est vrai. C'est ton rapport. C'est à toi de te poser une question. Je le fais, ça marche pour moi. C'est pas parce que l'autre fait, ça marche que je dois rentrer aussi dedans. C'est ça. C'est toi de faire tu dois faire le travail là sur toi pour voir qu'est-ce que tu fais qui marche, qu'est-ce que tu fais qui marche pas. C'est à toi, c'est un travail. Je suis d'accord, c'est ça. C'est un travail comme ça. Donc moi, aujourd'hui, si on me dit de rentrer dans l'immobilier, je tourne le dos. Je préfère même l'agriculture plus, quoi. Il y a trop de choses à gagner dans l'agriculture aujourd'hui.
tous nos grands, là, les ministres que je connais beaucoup de monde là, ils sont tous dans l'agriculture, ils ne parlent pas, mais les gens sont dedans. Ils font 300 hectares de maïs, 500 hectares. Il y a des gens qui font des choses formidables, qui ont des bœufs, qui font élevage, ils font beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis ce genre de choses, on doit enseigner aujourd'hui à l'école. On doit enseigner ça à l'école. Le gros problème aujourd'hui, les enfants, aller à l'école, mais il faut les apprendre comment on gagne de l'argent. Comment on gagne de l'argent. Et quand on gagne, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'il peut rapporter? Pas seulement de raconter. Je ne suis pas le griot du monde pour savoir ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe... Non, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Je ne suis pas le griot du monde. Non, je ne suis pas le griot du monde. J'ai envie de savoir ce qui se passe peut-être au Bénin, au Togo, mais, ou en Afrique ici. Mais la première des choses, il faut que j'ai... Le voyage, comme j'ai dit tout à l'heure, que le voyage est la plus grande université du monde. J'ai envie de voyager. Mais il faut les moyens pour voyager. Il faut les moyens pour voyager. Il faut gagner de l'argent. Il faut enseigner ça aux enfants. Ce n'est pas après avoir, même après de bac plus 2, plus 3, les enfants ne savent pas quoi faire. Je dis, tu ne sais pas ce que tu veux faire? Il dit, non, il ne sait pas encore. Je dis, ça veut dire quoi ça? Un petit manguier, déjà, il sait qu'après, il va donner des mangues. Et toi, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Ça s'apprend. Il faut les apprendre. Ce n'est pas leur faute. Je répète. Vous savez qu'il n'a pas bien entendu. Il a dit, un petit manguier sait déjà que plus tard, il va donner des mangues. Et toi, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire de la vie. Plus tard, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire de sa vie. Alors qu'un manguier sait déjà. Il sait déjà. Mais un petit cocotier, il sait. Et toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas leur faute. On faut les enseigner à l'école. Même les jeunes artistes aujourd'hui qui pensent peut-être qu'ils vont acheter une voiture pour influencer les gens, pour montrer qu'on voilà, on a réussi. Beaucoup d'entre eux, ils ne savent pas. C'est pourquoi il faut des écoles aujourd'hui. Par exemple, Sabon et Daniel ne doit pas être à la maison. On doit les inviter souvent dans les écoles pour qu'ils parlent. On doit monter des conférences pour les artistes pour qu'ils viennent parler. On doit nous inviter tout le temps pour qu'on parle. On les trace nos chemins. On ne les pousse pas de nous suivre, mais quand même, nos chemins peuvent leur parler aussi. Beaucoup d'entre eux, je ne les accuse pas, ils ne savent pas comment ça se passe. D'autres pensent que leur succès, ça va rester comme ça toute une vie. Toute une vie. Wow. Et il y en a d'autres, ça s'éteint le matin. D'autres, c'est comme le soleil à midi, c'est fini. D'autres, le soir, c'est fini. Et d'autres, même le soleil disparaît, mais la carrière continue toujours. Comme Bob Marley, Michael Jackson, il y a eu des gens comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a d'autres, tu fais un album, on n'entend plus parler de toi. Mais le peu, là, ce premier album, tu peux gagner toute ta vie avec. Avec ça. Tu es intelligent quelque part. Ou bien on n'est pas entouré. Donc on y va. Oui, d'autres te disent, non, tu es un artiste, il te faut une belle voiture. Mais tu n'as pas les moyens, tu as acheté une voiture comment? Mais gars, ne les écoute pas. Pose-toi la question à toi-même. Fais de toi ton meilleur ami. Pose-toi la question. Il ne faut pas les écouter. Mais toi, un artiste, tu ne vas pas manger ici. Toi, un artiste, tu ne vas pas faire ceci. Mais attends, non, ils ont raison. Et l'artiste aussi suit ça des fois parce qu'il n'y a pas une école pour ça. Il faut des écoles, même ici au Bénin, au Togo. Il faut une école des artistes. Il faut apprendre, c'est un métier, ça s'apprend. Tu as une belle voix, ok, d'accord. Maintenant, on doit t'apprendre comment on fait avec la belle voix. Comment on peut faire de ça un métier. Autour de toi, tu peux faire travailler beaucoup de gens autour de toi. J'ai fait un concert au Togo. Et au stade, il y avait 30 000 personnes. Tu sais ce que les gens ont gagné? Le début, quand on a annoncé le concert jusqu'à la fin de ce concert, ce que les gens ont gagné. C'est ça, il faut créer l'emploi avec ça. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Les enfants, là, je ne les accuse pas. Hein. Je ne les accuse pas. Ils ne savent pas. Beaucoup d'entre eux ne savent pas. On les paye 10 millions, on les paye 5 millions, 2 millions aujourd'hui. Il veut porter boucle d'oreille, il veut montrer qu'on a réussi. Tu veux montrer à qui que tu as réussi? La seule personne qui sait que tu as réussi, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même, c'est ton problème. Hein. C'est toi-même. Si tu sais que tu as réussi, c'est bon, félicitations. Mais la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça continue jusqu'à combien de temps? Il y a d'autres... Le moment où tu chantes, tu es en train d'inspirer d'autres personnes aussi, d'autres jeunes aussi qui vont rentrer là-dedans, qui vont ramasser peut-être tout ce que tu sais faire et ils vont ajouter encore. Et qui veut dire, après, on n'entend plus parler de toi. Et comment toi, tu fais pour vivre? Ça fait ton problème. Hein. Waouh. Ça nous amène au prochain sujet que j'avais envie qu'on aborde ensemble, c'est le sujet de la réussite. Mais avant de parler de sujet de la réussite, j'ai envie rapidement de faire un résumé rapidement sur la question de l'argent parce que c'est central par rapport à l'émission. Tu m'as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il a impacté beaucoup de personnes. Tu as dit que quand tu gagnes ton argent, tu te verses un salaire. C'est-à-dire, non, tout 10 millions d'euros. Tu ne te dis pas, c'est 10 millions que je vais dépenser maintenant. Tu vas le déposer dans un compte et ce compte-là est chargé de te virer un salaire chaque mois. Merci. Je le redis encore parce que moi, ça m'a impacté.
Et je sais que ça va impacter beaucoup de personnes, mais je ne voulais pas qu'ils entendent ça juste et puis ils ont... Non, je voudrais répéter pour remettre l'accent dessus. Et j'ai envie de te poser une question avant qu'on ne finisse sur le sujet de l'argent, c'est par rapport au sujet de la gestion de l'argent. C'est-à-dire, comment est-ce que tu dispatches ton argent? Par exemple, tu as dit que okay, tu te prends un salaire, c'est vrai, mais à part ça, est-ce que tu as une façon spécifique à toi de gérer ton argent, de disperser de l'argent? Il y a des gens, par exemple, qui disent, OK, quand je gagne mon argent, je mets 30% de côté comme économie que je ne touche pas, peu importe ce qui se passe. Je mets 20% dans les charges fixes de tous les mois. Je mets 30% encore que j'investis. Est-ce que tu as ce genre de façon-là de gérer ton argent? Parce que je me dis, en 30 ans quand même de carrière et en plus de 50 ans, 60 ans de vie, tu dois avoir beaucoup de connaissances et tu dois avoir déjà testé quand même énormément de choses sur comment est-ce qu'on gère l'argent pour construire de la richesse. Et je crois qu'on peut profiter de cette expérience-là, cette 30 ans d'expérience-là. Tu sais, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Vivre, je vis normalement. Je n'ai pas des interdits sur ce point-là. J'ai envie de manger où, j'ai envie de manger quoi, ça c'est... J'y vais, quoi. Aujourd'hui, je remercie Dieu pour ça. J'ai envie de... Je te vois, ça me va bien ce que tu as porté. J'ai envie de... Appelle-moi, fais-moi ça. Je suis arrivé aussi à ça. Parce que j'ai un peu d'argent à côté où je fais ce que je veux un peu avec. OK. Tu as un budget comme ça. Un budget pour faire ce que tu veux avec. OK. Tu vois, c'est en même temps, c'est pourquoi les gens peuvent me demander certaines choses à un moment où je fais avec. Je réponds beaucoup à l'appel des gens. Les gens m'appellent énormément pour leurs problèmes aussi. Et je me dis, mais je suis qui, moi? Et les gens m'appellent. Je réponds souvent, hein. Je te dis, je réponds souvent. Des fois, devant chez moi, des gens viennent me voir pour leurs problèmes. Mais ce n'est pas un problème des milliards, ce n'est pas un problème des millions non plus. Mais je réponds ainsi à ça. Mais ce que je veux que les gens gardent, c'est ce que tu viens de dire. Il faut avoir un compte que tu gères ton salaire pour un temps. Pour les enfants, c'est important. Mes enfants sont en Europe. Je te dis un truc. Je n'aime pas que mes enfants m'appellent papa, j'ai besoin de ça, et je te dis je n'en ai pas. Ça, je refuse. J'ai tellement entendu cette phrase de mon père et ma mère. Tu demandes ça, on n'en a pas. On n'en a pas. Pourquoi tu me demandes ça? Toi-même, tu sais qu'on n'en a pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Avant, j'étais très fâché contre mon père. Très fâché. Parce que j'ai dit, tu demandes des choses, je dis, je n'en ai pas, je n'en ai pas. On se disait, mais il en a, il ne veut pas vous aider. Il ne veut pas nous aider. Mais quand papa est parti, tu as compris. Et on fouillait dans ses affaires et j'ai vu ce que le gars gagnait par mois. Oh, j'ai dit, oh merde, excuse-moi de parler comme ça. J'avais envie d'aller lui dire, papa, pardon. C'est qui gagnait. Et je me dis, mais comment il faisait avec tout ça? Mais il avait raison. Et pour moi, je me dis, mon combat aujourd'hui, je n'aime pas que mes enfants m'appellent pour me dire, papa, je veux ça. Et je dis, je n'en ai pas. Soit je te montre que ce que tu veux, voilà ça. Mais je ne te donne pas. Mais pour une raison. Pour une raison. Tu vois, je dis à mes enfants, appelez-moi, je réponds. Je suis un père. Un père doit répondre. C'est un rôle qu'un père doit jouer dans la vie de ses enfants. Donc, j'ai un budget aussi comme ça. Quand mes enfants m'appellent, je dis, rappelle-moi demain. Mais rappelle-moi après-demain. Et je réponds. Si je ne le fais pas, qui le fera? C'est pourquoi il faut, encore une fois, il faut travailler dur. J'ai dit dans mes propos que oui, ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient riche. Le combat, ce n'est pas de devenir riche, mais le travail, c'est de gagner de l'argent. Je dis quand même, quand on travaille trop, ça te fait sortir quand même de la pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça mon combat de tous les jours. De tout faire pour ne pas manquer d'argent. On ne sait jamais. J'ai un budget aussi comme ça qui me vit mon salaire. Et de l'autre côté, que tu as un peu d'argent, que si tu as envie de sortir un peu, c'est pas parce que, bon, j'ai envie de sortir, mais je n'ai pas l'argent pour sortir. Excuse-moi, mais je remercie Dieu pour ça. Il m'a aidé à dépasser ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai vraiment aimé parce que, tu sais, j'aime bien, et je crois que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles le public aime l'émission, c'est le fait que, comme on aime les sujets, les sujets Boudia, vraiment consolider le savoir, tu vois. C'est bien. Et il y a une question qui me vient dans la tête comme ça et tout, je sais pas si je peux te le poser, on va voir ta réponse. Quelles sont les 3 leçons, selon toi, les plus importantes que tu as apprises sur l'argent? Waouh. On ne s'amuse pas avec, papa. Gaspillage comme ça, je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas 3 leçons. Pour moi, je parle seulement d'une seule leçon comme ça. On ne s'amuse pas avec l'argent. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'esprit. L'argent n'aime pas les gens qui font du bruit. L'argent n'aime pas être dans un... L'argent n'aime pas qu'on s'amuse avec. Quand tu fais boukabou, à un moment donné, tu cherches en vain. Il aime bien, on dirait que c'est le...
Excuse-moi, on dirait c'est Dieu, quoi. Il est dans le silence. L'argent adore être dans le silence. On dit, comment il est? Si on te dit que le monsieur là, c'est milliardaire, est-ce que tu peux croire? Tu dis, non, je peux pas. Il a un milliard, lui, là. Il est là, le gars, ils sont là effacés. On dirait que l'argent aime ça. L'argent n'aime pas trop là où il y a du bruit. C'est comme ça, moi, je parle de mon Dieu. Je dis, mon Dieu n'aime pas trop ce bruit-là. Donc, moi, ce que je peux dire, on respecte l'argent. Tu veux qu'on te respecte? Comme je dis à quelqu'un, ce qui est génial que Dieu a fait, qui est génial que je respecte, nous sommes des milliers de personnes sur cette terre. Mais il faut que tu respectes une seule personne. Pour que les milliers de personnes te respectent, il faut que tu te respectes toi-même. Et tout le monde te respecte. Il faut respecter l'argent. Il faut respecter l'argent. Manque d'argent, ce qui est arrivé dans la vie des gens, on le sait. Les gens sont en prison. Les gens sont morts parce qu'ils n'ont pas eu l'argent d'acheter ce qu'il faut en temps. Il y a tellement de choses comme ça. L'argent a évité la prison à beaucoup de gens. L'argent sauve des vies. Donc, quelque chose comme ça, on ne va pas s'amuser avec. On gagne l'argent dignement, mais on ne fait pas de boucan autour. Ceux qui font boucan, je dis, si c'est ça qui fait que tu as gagné ton argent, tu as déjà fait de boucan déjà sur la scène ou bien dans ton travail, déjà avec la sueur, l'argent n'a plus besoin de ça. Donc, pour moi, je dis, seule leçon que je peux donner, mais si tu as combien de milliards, t'as tout dit. Tu as gagné le trophée du quoi, qui récompense, je crois, le meilleur artiste africain. Comment tu te sens et qu'est-ce que ça t'enseigne, ce genre d'accomplissement-là? La réussite, je pense que c'est individuel, c'est personnel. Ça fait longtemps que j'ai dit à tout le monde, j'ai réussi ma vie. La seule personne que je voulais vraiment dans ma vie dépasser, c'est moi-même. Ma réussite, ce n'est pas l'histoire d'avoir peut-être des milliards et tout ça, j'en ai pas. Mais ce n'est pas ça mon combat de tous les jours. Mon combat, c'est de tout faire pour être bien et de remercier Dieu de ce qu'il a fait de ma vie. Je ne compare pas ma vie avec la vie de l'autre, mais je compare ma vie avec ma vie. Ce jour-là, au stade de Kégué, en venant dans ma voiture, j'étais derrière la voiture. Je suis arrivé, il y a tellement de motos, des voitures. La route est blindée. J'ai dit, mais d'accord, tout ça, c'est pour moi. Il tourne, il était au volant, mais il prend le volant, il tourne la tête, il parle derrière. Et tous, ils sont venus pour toi, mon grand frère. Là, j'avais coulé les larmes.